Bonjour à vous, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith, votre talk show qui commence à l'instant, comme tous les jours, de lundi à vendredi. Allez, posons-nous la bonne question ce matin. Le Cameroun a-t-il véritablement vécu le Covid-19? Aujourd'hui, le bilan officiel reste posé sur 411 décès, effectivement. Et on nous parle quand même d'un peu plus de 17 000 personnes qui auraient été contractées le Covid-19 au Cameroun. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel bilan le ministre de la Santé peut-il véritablement faire aujourd'hui vis-à-vis des Camerounais? A-t-on, une fois de plus, va-t-on le dire, vaincu le Covid-19? Va-t-on également faire confiance aux phytothérapeutes qui, il y a quelques semaines encore, nous faisaient savoir à travers Monseigneur Samuel Cléda que le coronavirus est derrière nous maintenant? Est-ce que la solution camerounaise peut servir aujourd'hui à l'Afrique, y compris au monde? Pourquoi le Cameroun, pendant cette crise sanitaire, s'est tu et n'en a pas fait écho justement sur les traitements que nous avions au Cameroun? Des questions en même temps qui taraudent nos esprits et nous tenterons en même temps de mieux comprendre cela dans les jours à venir. Parlons toujours de Covid-19. Qu'est-ce qui se passe véritablement entre le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, y compris le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongor? On dirait également à côté du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moulé Kombi. Comment comprendre la guerre qui existe aujourd'hui dans l'organisation du CHAN? Qui va finalement débarrasser les espaces Covid qui ont été occupés pendant cette crise sanitaire? Doit-on en sortir ou pas? Si oui, comment? Qui doit donner des injonctions? Est-ce le SGPR au ministre de la Santé ou est-ce le MINSEP qui donnera des injonctions, bien sûr, au ministre de la Santé? Ou est-ce qu'on va attendre encore le président de la République lui-même réagir? Et parlons toujours de Covid-19, peut-on finalement demander aujourd'hui au député SDF Jean-Michel Ninche de laisser Manaouda tranquille, car depuis un petit moment, le député a décidé de tout faire pour tomber Manaouda Malachi, estimant jusqu'à présent que celui-ci a très mal géré la crise sanitaire au Cameroun. Est-ce Manaouda le problème ou le chef de l'État lui-même qui ferait problème? Pourquoi pas penser à revoir l'action ministérielle, notamment du Premier ministre, chef du gouvernement, dans la gestion de cette crise au Cameroun? Pourquoi s'acharner seulement sur le ministre de la Santé publique au Cameroun? Là, la question est posée à l'endroit du député honorable Jean-Michel Ninche. La grande famille ce matin est au complet, comme tous les jours, unis pour la même mission. Nous allons encore vous servir Charles Amel Mbachou, Dominique Audrey Oyengelek, Karine Sontia et Mbombok Bengan Kandji, à qui déjà pour ce matin, Mbombok, nous souhaitons la bienvenue. Bienvenue sur 10-12 le Zénith. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Selon le docteur, parce que nous avons beaucoup de docteurs au Cameroun, Eric Essoussé, qui dirige les opérations d'élections Cameroun, nous avons enregistré cette année 2020 15 077 nouveaux inscrits. Ceci porte à 6 868 575 inscrits. On n'a pas atteint le chiffre de 7 millions prévu par l'ECAM au début des opérations d'inscription sur les listes électorales. Monsieur Soussé ajoute qu'aujourd'hui nous avons 9 989 hommes, 5 088 femmes et 38 handicapés. Ça c'est pour les nouveaux. Donc comment allons-nous donc avec ce fichier électoral atteindre la masse critique pour chambouler le paysage politique camerounais lors des prochaines consultations électorales? Et les prochaines, vous tranquille, les sénatoriales ne comptent pas, même les régionales donc on souhaite organiser ne comptent pas parce que là-bas, les électeurs sont connus. Ce seront les conseillers municipaux, les chefs traditionnels. Nous parlons des élections de proximité et la présidentielle. Donc on attendra longtemps pour avoir cette masse critique-là et envisager, renverser le régime. Merci. Et nous parlons bien sûr de masse critique. Mbombo Bengan, le Cameroun, les Camerounais sont assez nombreux aujourd'hui. Et selon des estimations, en réalité, de 2020, nous devrions être au moins 40 millions de Camerounais
même si jusqu'à présent, un réel recensement n'a pas encore été fait au Cameroun pour qu'on puisse dépasser la barre de 25 millions. Comment faire en sorte que les 25 millions de Camerounais que nous sommes aujourd'hui, que nous allons absolument nous inscrire sur les listes électorales, n'y a-t-il pas moyen? Pourquoi les Camerounais n'y croient plus véritablement? N'est-ce pas l'occasion aujourd'hui de se dire, avec une politique ou des partis politiques quand même en mouvement et qui semblent donner une preuve au Cameroun que les choses peuvent changer, n'est-il pas le moment bien pensé pour s'inscrire sur les listes électorales? Attendons de voir ce que ça donnera dans les jours à venir. Charles Amel Mbachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Que s'est-il passé hier, 1er septembre 2020, dans le Nord-Ouest? La question est en train de faire jaser sur la toile, faire jaser tout le monde. Pourquoi n'y a-t-il pas jusqu'à ce moment eu un point de presse pour expliquer véritablement la situation? C'est encore une question qu'on a appelé à se poser, évitant toutefois que les gens se permettent à faire des supputations. Ce qui est sûr, c'est que d'hier à ce matin, de nombreuses personnes sont arrivées, sortant du Nord-Ouest. Elles sont en train de fuir. Dans une région où on se prépare à organiser les élections régionales et on demande au commandement traditionnel de rentrer. Était-ce faisable? Observons. Attendons de voir ce que ça donnera. Merci infiniment, Chalamel. Et d'ailleurs, Karine Sontia, qui est avec nous ce matin, devra tout à l'heure, madame, messieurs, vous permettre de regarder des images qui sont insoutenables de ce qui s'est passé hier à Bamenda. Attention. Mais avant de quitter Charlamel Mbachou, je voudrais bien sûr, Chalamel, faire une petite précision. Après l'émission d'hier, beaucoup de réactions sur la toile à la suite d'un propos, des mots que vous aviez évoqués sur ce plateau, peut-être très mal perçus par nos téléspectateurs et surtout la gente féminine qui s'est sentie indexée sur le fait que vous ayez, évoqué que la femme, le sexe, une fois retiré, n'a plus de valeur. Qu'est-ce que vous vouliez vraiment dire à nos téléspectateurs pour bien préciser cette question, ces propos? Monsieur Michel Ngachou, je pense que je me suis exprimé, on ne peut plus simplement. C'est vrai que les gens l'ont mal perçu, mais en oubliant que c'est sur le point de vue purement bantou. La femme, si on enlève le sexe, n'a plus rien à offrir. Vous vous rappelez, lorsque les Takoubins sont sortis exposant leur nudité, on a dit la femme n'expose pas la nudité. Lorsqu'en France, on a eu des femmes qui ont fait voir leur poitrine et tout, le monde s'est indigné. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, on a vu les femmes baisser leurs culottes pour dire regardez, le monde encore s'est indigné à l'endroit du président de la République. La femme a tout le pouvoir de la femme est concentré sur le sexe, sur son sexe. Le sexe de la femme égale pouvoir. C'est par le sexe que la femme bénit en donnant la vie. C'est par le sexe que la femme maudit. C'est par le sexe que la femme tient toute l'humanité. L'humanité de la femme repose, l'humanité tout entière repose sur le sexe de la femme. Lorsqu'on dit enlever, quand on dote la femme, la première nuit de noces, c'est quoi? Consommation du sexe. Lorsqu'il y a des tensions dans le couple, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est le sexe. Ceux qui devraient décrypter, devraient le comprendre. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de temps pour le décrypter, mais l'urgence de la problématique posée hier nous a mené à faire comprendre que le sexe de la femme, c'est tout ce sur quoi. Lorsque la femme boude, parfois l'homme arrive, le patron arrive le matin, il est très nerveux. Qu'est-ce que les employés disent? On lui a refusé l'affaire la nuit. Vous tournez, le monde est commandé par le sexe. Les plus grandes guerres même du monde, les plus grandes guerres du monde ont été commandées par le sexe. C'est le sexe qui a déclenché. Je ne vais pas vous parler de la guerre de Libye, où derrière, lorsque vous faites des analyses, c'était une femme qui était derrière. Donc c'est même, même la Première Guerre mondiale. C'est toujours la Deuxième Guerre mondiale. C'est toujours la femme, c'est le sexe de la femme. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit, si on enlève le sexe à la femme, elle n'aura plus rien à offrir. Merci. Même dans votre ménage, si la femme lave le sol, si elle prépare, même comme à Tousalem, si vous ne parvenez pas à avoir ne serait-ce que 5 minutes de plaisir, vous serez l'homme le plus malheureux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la société qui le prouve. Donc vraiment, si les gens se sont sentis choqués, je les envoie lire le livre « La femme, sexe et pouvoir ». Ils comprendront. Ils peuvent frapper même ça sur Internet, ils comprendront que le sexe est au commandement de tout. C'est lui qui dirige même les décisions. Merci. Les décisions. Merci Charles Lamel justement pour ces précisions ce matin que vous nous faites à l'endroit des téléspectateurs qui, surtout téléspectatrices qui hier n'ont peut-être pas bien saisi les connexions, les connotations ou voire même les dénotations justement de vos propos hier. Non, on a dit que j'ai dit que la femme était un objet de plaisir. Non, c'est important. Voilà, c'est important d'avoir fait la précision ce matin.
Allez. Non, non, surtout pour porter une précision. Cela ne veut nullement dire que la femme n'a pas de cerveau. Voilà. Parce qu'on veut aller dans des contorsions terribles. Donc le problème n'est pas ici d'expliquer les anthropologies, parce que c'est comme ça qu'on prend. Mais on oublie l'autre chose, que lorsqu'on a parlé de l'émancipation de la femme elle-même parlait de quoi? Voilà. D'accord. Qu'on lui donne la possibilité d'utiliser son sexe comme elle veut. Très bien. Voilà, ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de cerveau. Ça ne veut pas dire qu'elle ne réfléchit pas. Donc, allons déjà dire bonjour à une des femmes avec nous sur le plateau, respectable également, pour ce qu'elle nous apporte tous les jours, c'est Karine Sontia. Bonjour Karine. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour spécial au ministre Jacques Famdogo et aux différents recteurs des universités du Cameroun. Il dit qu'il a utilisé les 2,5 milliards de francs CFA alloués pour la lutte contre la Covid-19 pour installer les fibres optiques dans les universités du Cameroun. Bravo, monsieur le ministre. Alors, 2,5 milliards de francs CFA destinés justement à la lutte contre la Covid-19 qui devraient en réalité être repartis dans toutes les universités camerounaises. Et le ministre justement de l'enseignement supérieur a choisi de l'orienter, n'est-ce pas? Vous le dites très bien. Pour l'achat de la fibre optique. L'achat de la fibre optique. Malheureusement, on le disait encore ce matin, la justice sera encore mieux sur la question. Les recteurs disent qu'il y a eu des rétro-commissions, qu'il aurait pu diviser l'argent en deux, une partie pour les universités et une autre pour la fibre optique. Et le ministre reprend en disant que si vous voulez les universités du 3e millénaire, il faut payer le prix avec l'argent du Corona. Voilà. Et pourtant, il y a quand même eu le budget de la fibre optique, non? Je sais qu'il y a eu 75 milliards de francs CFA pour l'achat des ordinateurs. Sans avoir pensé à Internet avant. Voilà. C'est bien dommage. Une autre femme avec qui nous sommes sur ce plateau, comme tous les matins, madame, messieurs, respect pour ce qu'elle apporte, respect pour ses propos, respect pour ses positions, respect pour son engagement, mais surtout respect pour la femme qu'elle incarne et le pouvoir qu'elle tient également entre les mains. C'est Dominique Audrey-Oyengelek, que vous connaissez très bien, que vous aimez forcément parce qu'il y en a pas mal tous les jours qui n'arrêtent pas de lui envoyer des petits mots gentils, mais aussi qui envoient des mots très durs. Elle, on l'accepte comme elle est et nous l'aimons comme ça. Dominique, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour aux téléspectateurs. Le 29 septembre 2020, ça fera 1 an exactement que Florence Ayafor, la gardienne de prison, a été brutalement arrachée à la vie. Et ce n'est que le 1er septembre que Madame Ondoa Abena, notre mine-prof, a organisé une réunion hier à Yaoundé. Et cette réunion visait à annoncer qu'il y aurait un accompagnement psychosocial pour les familles des victimes, entre guillemets, de la guerre, de la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Pourquoi avoir attendu 1 an avant d'encadrer les enfants de Florence Ayafor? Pour ne citer que celle-là. Et au-delà même de 1 an, on vous dira pourquoi 4 ans de guerre quand même, fratricide dans les régions nord et sud-est Cameroun. Pourquoi ne pas penser également à toutes ces familles qui sont aujourd'hui victimes de guerre, pas seulement là-bas, mais dans l'extrême nord du Cameroun. Que dit justement la ministre de la promotion de la femme et de la famille pour les nombreuses familles sinistrées aujourd'hui par les crises, par les conflits armés dans ces régions? Madame la ministre dit qu'il y aura un accompagnement psychosocial. Allez savoir ce que ça signifie, accompagnement psychosocial. C'est déjà psychologique et c'est social par la suite. Comment? C'est le comment justement, c'est le contenu qui nous intéresse. On va créer des quartiers où on va les installer. Merci Dominique, merci Karine. Allez Dominique, justement l'histoire de ce matin, il s'agit de quoi s'il vous plaît? Il s'agit de l'histoire d'un locataire qui s'est installé il y a 2 mois dans un quartier de la ville de Douala. Il raconte que lorsqu'il est arrivé dans ce quartier, on lui a demandé 10 mois de loyer non discutable et à côté de ça, il devait payer 2 mois de caution au cas où il endommagerait la maison. Ça nous rend à 12 mois de loyer à hauteur de 35 000 francs le mois. Allez faire le calcul. Au-dessus de ces 12 mois de loyer, le monsieur, donc ça fait combien? 170 000 par là. Il paye combien? C'était combien? 35 000 mois. Oui. En 10 mois, ça fait 350 000. Voilà, 350 000. 35 000 mois, en 10 mois, ça fait 350 000. Mais non, vous faites dans 350 000 francs plus, voilà. Plus 70 000. 420 000. Vous êtes sûr? Je suis forte en mathématiques. Bon, 420 000, disons ça comme ça, plus 30 000 des cautions d'électricité et d'eau. Ah ben dis donc. Voilà. Donc, il dit qu'il on arrondirait dans les 500 000 là. Sensiblement. Ouais. Il a payé, c'est un studio, hein, il a payé la totalité de la somme. Aujourd'hui, il est à 2 mois dans cette maison. Il raconte que les pluies de la semaine dernière ont inondé sa maison.
Alors qu'il était endormi, il a balancé la main comme ça, qui a débordé du lit, et il se rend compte qu'il y a de l'eau dans la maison. Ordinateur, frigo, matelas, canapé, télé, Il baignait quoi? woofer, tout ce que vous pouvez imaginer était dans l'eau. Malheureusement, lorsqu'il a signé le contrat, il dit qu'il a fait abstraction d'une mention, et dans la mention, lorsqu'il allait rechercher, il était mentionné que le bailleur n'est pas responsable des catastrophes naturelles que pourrait subir son locataire. le locataire. Il se rapproche de son bailleur et lui demande, mais comment se fait-il que j'entre dans votre maison et vous ne me dites même pas que la maison est inondée pour que je me prépare, que je vois si je peux prendre la maison ou pas. Le bailleur lui a dit, ah, moi je crois que vous auriez dû lire le contrat, c'était mentionné, je ne suis pas responsable. L'eau, la pluie, c'est une catastrophe naturelle, donc ce n'est pas de mon ressort. Et le locataire de lui dire, bon, puisqu'on est rendu là, on ne peut rien faire. Moi, je ne peux pas continuer de rester dans une maison où j'ai quasiment tout perdu. Je ne suis qu'à 2 mois sur 10 mois. Rendez-moi 6 mois. Je ne vous demande pas de me restituer mes appareils que j'ai perdus. Donnez-moi 6 mois. Vous me donnez mes 2 mois de caution. Ça fera 8 mois et je m'en vais. Et le bailleur lui a dit, je suis désolé. Comme mentionné dans le contrat, je ne suis pas responsable de ça. Et même si j'en étais responsable, je n'ai plus d'argent là. Donc vous allez devoir passer vos 1 an ici en bonne et due forme. Voilà donc un locataire qui demande comment est-ce qu'il fait. Parce que là, il n'a plus un copec pour aller louer ailleurs. Il est lié, attaché par ce contrat qui n'est pas légalisé. Comment il fait pour s'en sortir? Le droit également peut s'exprimer ici, madame, monsieur. Tout comme vous allez vous exprimer en nous laissant vos commentaires sur les plateformes bien connues. On parle encore de 10-12 le Zénith sur Facebook pour la page bien connue ou pour ceux qui nous regardent directement sur la page Equinox TV. Merci de laisser vos commentaires. Comment réagirez-vous si le bailleur vous donnait une réponse comme celle-là? Quelle réaction aurez-vous? Bon, il y en a qui nous diront qu'ils prendront la machette ou bien qui prendront d'autres mesures assez compliquées. Mais nous questionnons quand même le droit ce matin sur qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir entrer en possession de son argent et amener le bailleur absolument à restituer ne serait-ce qu'une partie permettant à celui-ci de se trouver un nouveau local. Oui, une nouvelle maison. Bon, Bengan, comment est-ce qu'on peut interroger cette question ce matin? Comment résoudre ça? Quels sont les éléments qui peuvent entourer une bonne négociation pour que le bailleur vienne quand même être compréhensif? C'est vrai, nous n'avons pas le contrat entre nos mains, mais on remarque quand même que la clause qui parle des catastrophes naturelles était une clause piégée par le bailleur. Il savait bien ce qui allait arriver. Mais l'autre chose, c'est que dans le contrat, on prévoit quand même des clauses également ou des dispositions pour la rupture de ce contrat. Donc il peut arriver que vous ne vouliez plus rester dans cette maison en dehors des catastrophes naturelles. Est-ce que ce contrat a des dispositions pareilles, a des clauses pareilles? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Non. Mais toujours est-il que d'un cas comme de l'autre, il y a toujours à causer. Et on est là en face d'un bailleur qui est mesquin, qui est cupide, même s'il a l'argent, c'est-à-dire qu'il ne veuille pas à l'assistance de son environnement, de ses locataires, d'une part. Donc, quelqu'un qui construit volontiers dans un environnement, et c'est des gens qui, en saison sèche, il peut faire quelques aménagements pour faire croire que tout va bien. L'environnement est propice à un habitat serein, alors que n'en est rien. C'est pour cette raison qu'il a mis cette clause-là. Donc, moi, je pense que les dispositions de cette clause-là étant à la défaveur du locataire, il doit donc plaider dans le sens où il fait un arrangement à l'amiable pour lui dire que bon, d'accord, laissons la clause, mais vous voyez ce que j'ai perdu et les pluies continuent à Douala, donc je risque de ne plus avoir de sommeil paisible. Donc voilà, vous me donnez quelque chose par rapport à ce que vous-même vous pensez que vous pourrez me donner. Sinon, parce que engager des procédures judiciaires dans un contrat qui n'est pas enregistré, c'est perdu. C'est perdu pour vous deux. Parce que au tribunal, on vous dira, que ce soit le bailleur ou le locataire, on vous dira, mais vous n'avez pas trouvé bon de vous approcher de l'administration fiscale et tout pour honorer un certain nombre d'engagements. Non, c'est pourquoi on vous dit toujours que chez nous, en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore discuté. Donc, il faut
privilégier les discussions, il faut privilégier le Parlement. Mais non, il faut privilégier les discussions. Avec un homme mesquin. Mais quelle est la garantie justement d'une bonne moralité, que ce soit celle du bailleur, surtout, quelle est la garantie que ce bailleur a une bonne moralité et pour accepter de savoir. Il est mesquin. Quand il met ces clauses-là, il est mesquin. Il est mesquin. Donc l'homme, il est résolu à constater que bon, on est dans un environnement où l'État ne t'a pas protégé. Toi-même, tu as eu la malchance de tomber sur quelqu'un de mesquin. La vie continue. On n'a pas coupé les deux bras, mais il va pleurer, sa famille aussi. Ça fait mal, effectivement. Mais vous n'aurez qu'à plaider auprès du bailleur de vous donner ce que lui, il pense, même 2-3 mois, pour vous permettre au moins de... Sur 8 mois, voilà, mais attendez. C'est bien sûr une interpellation ce matin. On a très peu de temps, bien évidemment, pour l'histoire de ce matin, pour mieux la vider ensemble avec nos téléspectateurs. Madame, monsieur, c'est quand même une réalité parce qu'il y en a qui nous regardent ce matin, qui sont pour la plupart des locataires. Nous aussi, il y en a peut-être qui le sont encore sur le plateau, pourquoi pas. Et il y a également des bailleurs qui nous regardent ce matin. Et nous interpellons bien sûr à la conscience, enfin, la moralité des uns des autres. Est-ce que, Karine Sontia, on peut dire quand même que lorsqu'on rédige des contrats et que l'on met des pièges comme on le dit, c'est de nature à ne pas montrer qu'il y a de mauvaise foi soi-même en tant que bailleur? Que les gens apprennent à lire. S'il avait lu son contrat, il aurait remarqué. Mais plus encore, on n'entre pas dans une maison sans se renseigner. On n'entre pas dans une maison sans se renseigner. Je vous dis, ceux qui l'ont fait ont appris à leurs dépens. Ça ne peut ne pas être les catastrophes naturelles. Ça peut être que vous avez des toilettes qui sont hantées. Ça peut être que la maison est hantée. On n'entre pas dans une maison sans se renseigner. Quitte au voisinage, au chef du quartier et autres. On n'entre pas comme ça. C'est pas normal, ça ne s'explique pas. Je dis tous ceux qui sont entrés dans des maisons, genre, j'ai retrouvé la maison, elle me plaît et tout. C'est quand ils sont entrés, ils ont fait une semaine qu'ils ont compris en fait dans quelle maison ils se trouvaient. Et les pluies du 21 août dernier étaient des pluies qui sont entrées même dans des maisons où l'on n'entrait pas généralement. Effectivement. Il n'y a que l'arrondissement de Douala 2e qui n'a pas été trop touché par ces pluies-là. Donc vraiment, ça pouvait être que dans ce quartier-là, l'eau, même quand ça monte, ça n'entre pas moins dans les maisons. Sauf que cette fois-ci, l'eau n'a pas voulu savoir si votre maison est haute ou basse. L'eau, lorsqu'elle arrivait à son niveau, elle entrait dans les maisons. Donc vraiment, on ne peut pas tenir rigueur à ce bailleur d'avoir une maison dans laquelle l'eau entre. Parce que le locataire nous reprend, dit que c'est les pluies du 21 août qui le poussent, lui, à vouloir partir. Maintenant, pour rester un peu plus sérieuse, il y a aussi un autre angle que le locataire n'a pas pris en compte. Quand vous donnez votre argent à quelqu'un, dites-vous bien que cette personne-là a aussi ses problèmes. Et donc, quand vous lui donnez, il ne va pas ouvrir un compte bancaire et l'introduire à l'intérieur. S'il l'avait fait par voie d'huissier, c'est-à-dire que c'est une maison qui paye les impôts et autres, ok, là, on pourrait parler de remboursement illico presto. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Le bailleur ne peut pas dire que je vais ouvrir ma caisse dans laquelle j'ai introduit l'argent que tu m'as donné pour te rembourser. Donc, soit il trouve qu'il n'arrive pas à supporter ce moment et qu'il a un peu d'argent, il peut se rendre chez un de ses parents. Mais s'il veut intenter une action en justice, vraiment, c'est vraiment une catastrophe naturelle. Il suffira que le bailleur aille faire légaliser ce contrat pour que vraiment ce que le locataire réclame ne marche plus. Donc, vivement qu'il trouve une autre solution, qu'il négocie. Il y a les chefs de quartier. Il va chez le chef de quartier, il explique son problème et il dit que voilà ce qu'il veut pour partir. Et à partir de ce que le chef de quartier va lui dire, il saura quelle route prendre. Pourquoi lui dire aussi, hein, parce qu'il peut choisir d'avoir une autre voie insurrectionnelle, c'est pas correct. Mais Charles Lamel, lorsqu'on a quand même... Ça dépend. Oui, Charles Lamel, lorsqu'on a 400 000 francs quand même sous la main, en tant que jeune garçon, est-ce que c'est pas l'occasion de se dire, 400 000 francs, ça peut être déjà... un bon élément, un bon montant pour tout faire pour se faire un petit lopin de terre, ne serait-ce qu'avancer son petit lopin de terre et progressivement en finir pour rentrer dans sa propre maison par la suite. Et s'exclut justement des inondations. Vous allez acheter le terrain à 400 000 euros. Vous commencez. Ici à Douala. Vous commencez à avancer. Ça fait 40 qui va accepter prendre ces 400 000? Mais il peut y avoir quand même vendeurs de terrain qui sont assez raisonnables. Je pense qu'aujourd'hui, même dans le processus de vente et d'achat de terrain, beaucoup de personnes aiment le cash.
Vraiment, je n'ai pas l'histoire que je vais venir tous les jours toquer que tu me payes. Vraiment, vous payez cash. Et vous, Dieu seul sait qu'il y a des gens qui sont prêts à payer carrément cash. Ou comme l'a dit tout à l'heure Dominique Audrey, je me contente de payer mes 40 mètres carrés, je reste tranquille. À 20 000 francs, je paye, je reste tranquille, je me tais et puis la vie continue. En attendant de trouver l'argent et monter même en bois. Non. Je crois, M. Michel Ngachou, qu'il y a encore une erreur que beaucoup de personnes, les personnes font. C'est la femme qui cherche la maison. Ce n'est pas l'homme. C'est la femme qui cherche la maison. Non, c'est la femme. Ça peut être sa soeur, ça peut être sa cousine, ça peut être sa mère, ça peut être sa tante. C'est la femme qui cherche la maison. Ce n'est pas l'homme. On met en avant le facteur intuition, M. Michel Ngachou. Je vais chercher la maison, je dois prendre la maison. La femme sent et voit ce que l'homme en lui-même ne sent pas, ne voit pas. Parce que M. Michel Ngachou, si ça avait été une femme, dès les premières causeries, elle aurait remarqué que le bail est compliqué. Le bail là n'est pas droit. Oh, c'est des détails sur lesquels l'homme passe. Je veux une maison, vraiment, si la maison me plaît, c'est bien, voilà, prends ton argent. Tu sais combien de Camerounais, puisqu'il y a 4 formes même de location. Il y a la première forme, tu sors j'entre. Comme on a dit au quartier, tu sors j'entre. Donc, gars, calcule le jour que tu peux sortir, tu dis que tu laisses ton frère, j'entre. Il y a l'autre forme, j'achète la clé. Vous connaissez qu'on vient, on dit que gars, je paye la clé. Oui, on paye la clé, M. Michel Ngachou. C'est quoi cette forme-là? Cette forme, c'est dans les maisons SIC. Les maisons de certains propriétaires là, à marquer peut-être qui ont vieilli, qui rentrent au village, ils abandonnent la maison, ils laissent quelqu'un, quand la personne va, ils vendent la clé. On va la clé à 5 millions, 1 million, ça dépend. L'autre, je discute avec le bailleur. Je ne me contente que de discuter avec le bailleur. Gars, voilà la maison. Tu es un jeune, j'aime les jeunes comme toi. Vraiment, tu te bats, prends la maison, donne-moi seulement l'argent. Vraiment, arrange-toi à être honnête. Et il y a d'autres, la dernière forme où véritablement on s'assied. Le bailleur veut chercher à savoir, tu fais quoi dans la vie? Tu comptes te marier? Tu as combien de copines? Là où il y a une discussion sérieuse entre le bailleur et le locataire. Mais on peut avoir l'impression que le bailleur fouille un peu trop dans votre vie privée. Non, il a besoin de savoir qui est-ce que je loge chez moi. Oui, on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, c'est normal. Vous il faut êtes qu'on sache marié? au moins si vous avez une bonne moralité. Oui. Vous êtes marié? Non. Bon, mais non. Si vous me demandez, vous avez combien de petites amies? Ça devient compliqué quand même. C'est pas compliqué. Il peut arriver que le bailleur est avec ses enfants. C'est ses enfants. Il ne faut pas avoir des gens qui... Vous pouvez voir un gars qui... Oui, c'est aussi une enquête de moralité. Vous pouvez voir un gars qui a 23 copines. C'est-à-dire le matin, entre à midi, sur l'autre, entre. Donc en une semaine, vous voyez plusieurs visages. S'il a des enfants, comme on dit, donc il y a ces différentes formes. Et l'autre chose, c'est que la femme, lorsqu'elle arrive, elle regarde l'environnement. Est-ce que je vais m'entendre? Puisque c'est plus la femme qui reste à la maison que l'homme. C'est plus la femme. Donc elle va regarder. Est-ce que mon fils qui est si compliqué? Est-ce que la barrière? Est-ce que... Non, la maison, là, je ne la sens pas. C'est les femmes qui regardent. Donc l'erreur de ce monsieur, c'est de n'avoir pas confié cette recherche à une femme. À une femme. Même si vous passez par la voie d'un agent immobilier, le jour où vous allez avec votre copine, vous allez avec votre fiancé, je ne sais pas moi, vous descendez pour voir. Qu'est-ce qu'il peut faire là sur le coup, effectivement, pour se faire là rembourser, où il est là, au moins pour se faire réaccompagner? Il n'aura même pas 5 francs. Ce qui a su, c'est qu'il n'aura pas 5 francs. S'il veut, il l'amène même au commissariat. Le gars va dire, est-ce que c'est moi qui le mets dehors? Ce n'est pas moi qui le mets dehors. La clause est claire. Je vais vous raconter une histoire qu'un opérateur économique a eu avec un opérateur de cette ville. A eu avec un pressing, M. Michel Ngachou, dont je vais taire le nom. Il a envoyé ses habits, il avait ses habits au niveau du pressing. Alors, il a une tenue qu'il a envoyé faire laver au niveau du pressing. Ça avait coûté 10 000 francs. Ça avait coûté 10 000 francs. Mais la tenue pour le lavage. Pour le lavage. Mais la tenue en elle-même qu'il avait envoyée, c'était une tenue qu'il allait chercher dans les 400 et poussières de 1000. Lorsqu'il est arrivé, on a brûlé au repassage la tenue. Le monsieur s'enflamme, il descend, il veut faire les problèmes. On lui dit, monsieur, prenez le reçu qu'on vous a donné. En cas de dommage subi, on vous paye 6 fois le montant. 6 fois le montant de que vous avez payé pour le lavage. Ça fait 60 000. On a compté, on lui a donné. Donc vous voyez, les Camerounais n'aiment pas lire. Effectivement. Les Camerounais n'aiment pas lire. Et vous allez vous rendre compte, même dans les banques,
On vous piège et on piège tous dans les banques. C'est un petit caractère, police 6 ou 5. Les Police assurances, alors, c'est très grave. Police 6 ou 5. Lorsque vous allez arriver, vous n'allez pas parvenir à lire, vous allez tout simplement signer. Donc, il est tombé, ce qu'il a lieu de faire, comme on pourrait dire, plaider. S'il ne peut pas plaider, qu'il considère qu'il a abandonné, c'est de faire une santé. Merci beaucoup. Et il reste dans cette maison. Je suppose que nous sommes regardés ce matin par notre directeur d'exploitation qui, un jour, dans un échange, me disait que M. Ngachou, lorsqu'on me donne des contrats, je peux les lire pendant 2 mois. Oui. C'est-à-dire qu'il lit, il rentre, il lit. Quand il y a un élément qui manque, il souligne. Il vous renvoie, il vous dit, réécrivez ça normalement, on me renvoie. Moi, je pense que c'est une belle attitude. Et puis, il faudrait demander aux Camerounais, aux Africains, parce que je pensais qu'ils disaient à un moment donné que si vous avez à cacher aux Africains, mettez-les dans des livres, parce que les Africains ne lisent pas. C'est le révérend Père Temples qui voilà, l'avait écrit en disant, effectivement. Si Temples, vous avez à cacher aux Africains, mettez dans les livres, parce que les Africains ne lisent pas. C'est bien dommage. Il faut prendre toujours la peine de lire ces contrats avant de s'aventurer sur quoi que ce soit. Mais aussi saluer les bailleurs quand même, parce qu'il y en a aussi qui ont de très bonnes moralités. Je vais en passant saluer tous ceux-là qui connaissent justement comment traiter leurs locataires. Mais il y en a aussi qui sont grinchés, mal élevés, mal éduqués, imbus. Je ne vais pas raconter ce que j'ai eu à Emmanuel là-bas une fois en partant. Ouais. Bon, Dominique imaginez-vous que vous étiez ce locataire qui partait, vous vous retrouvez en train de partir avec la colère d'un autre bailleur, avec empressement. Non. Vous commettez la même erreur que celui-ci. Non, à un moment donné, vous entrez chez le bailleur, vous entrez chez quelqu'un qui vous dit, vous avez 3 mois, vous dites vraiment, on a eu 3 mois, c'était très compliqué pendant 3 mois, mais rassurez-vous comme d'habitude, votre argent sera payé. Et un de ces cadres vous dit, monsieur, sortez de ma maison, sans préparation, et avec toute une furie, vous dites, vous faites comment? Bon, revenons à l'histoire du jour, justement, Dominique Audrey, pour comprendre votre position. Qu'est-ce que cet homme peut faire pour pouvoir revendiquer son argent? Est-ce qu'il va se plier en 4 pour qu'on lui donne quelque chose? Il a essayé de revendiquer en disant au bailleur, ok, vous devez me rembourser en principe 10 mois sur les 2, 8 mois sur les 2 que j'ai consommés. Restez avec 2 mois, donnez-moi 6 mois et vous me rendez la caution. Le bailleur lui a dit non. Donc tout simplement, les inondations, il y a que c'est gérable, hein. C'est gérable, c'est supportable. Il peut pouvoir tenir. Mais qu'on soit un homme ou une femme, lorsqu'on veut chercher une maison dans laquelle on va aller louer, les maisons dans lesquelles l'eau entre, ça se reconnaît. C'est tellement visible. Même si c'est en saison sèche, une maison qui est inondée, ça se voit. Au bas des murs, ça se voit. Il y a des marques. Il y a la peinture qui craquelle en saison sèche. Ça sèche et ça craquelle, ça se voit. Vous avez la mousse, la fougère qui pousse sur les parpaings aux alentours. Donc, il faut juste faire preuve d'un peu plus d'attention. Les maisons où vous trouvez toujours les parpaings qui sont surmontés et autres là, simplement, ça veut dire qu'il y a l'eau qui entre là-dedans. Maintenant, une maison dans laquelle il y a inondation, pendant la saison des pluies, rassurez-vous d'avoir le maximum des effets en haut. Pour le moment, il va pleuvoir à Douala, le bailleur ne va pas lui rendre, je sais ce que c'est, hein, je l'ai vécu, il n'y aura pas moyen qu'on lui rembourse de l'argent. Donc, qu'il fasse construire des étagères au-dessus, il va parquer ses valises là-bas. S'il y a moyen d'envoyer le frigo chez quelqu'un qui l'envoie, sa télé, il peut laisser dans les chaises, les tapis, les moquettes et autres. On enlève, on emballe tout. Les prises, il on emballe surmonte. tout. Bon, les prises, lorsqu'il pleut, il arrête le compteur. Ouais. Tout simplement. Parce que l'eau va entrer. Et lorsque l'eau entre, s'il y a l'électricité, il peut avoir mort d'homme. Et lorsque l'eau part, il rallume le compteur, il se munit d'une raclette, il va le nettoyer, il aura besoin des seaux maçons qui vont l'aider à puiser l'eau et verser. On peut en rire, mais c'est comme ça, c'est ça le quotidien des personnes qui quand je souris, c'est parce qu'il y a une image qui a fait le tour de la toile. Oui. Souvenez-vous, lors de ces inondations, où le garçon tentait de sauver sa télévision, et son frère lui dit non, tiens la télévision, prends la télé, tu sors, tu sors. Il ne peut même pas prendre la télévision. Et la télévision se retrouve dans l'eau. Il dit, ah, je fais moi nager. Et c'est nager. Donc, même les appareils qui ont été mouillés, il suffit juste de démonter votre télé, vous l'exposez au soleil, le matelas, vous allez pouvoir le laver, le rincer. Hein. C'est très dur. Lorsque la carte mère est touchée, c'est foutu. C'est foutu. Non, ça sèche. Ça sèche. Lorsque la carte mère est déjà touchée, c'est foutu. C'est comme ceux qui ont des desktops, les ordinateurs portables avec la batterie. Dès que l'eau passe, je vous promets, ça sèche. Même le Moulinex sèche. Bon, en tout vous cas, ne branchez pas, vous laissez sécher même 2 semaines, exposez vraiment au soleil, ça va sécher. Vous mettez ça sur les toitures. Donc vous lui conseillez, vous lui demandez de garder encore un petit moment, de résister un moment. Oui, qu'il reste. Puisque là maintenant, il a donné quasiment 500 000. Il va prendre l'argent pour aller louer ailleurs.
Et vous savez combien de mois on demande maintenant pour les nouveaux locataires. Donc, les inondations, c'est gérable. Dominique, il faut dire que la caution n'est donnée que lorsqu'on est dans un processus normal de location, comme l'a dit Karine Sontia. Ça veut dire que vous déclarez, vous êtes en règle avec le fisc. Oui, là, je suis dans l'obligation de me mettre aussi en règle avec cela. Mais si la version de la caution, quand on donne ne serait cette caution, même si le bailleur ne paye pas cette taxe au niveau de la fiscalité, non? Le bailleur n'a rien. Des impôts, non? C'est un surplus. Les 50 000 ou les 1 mois qui sont donnés à l'agent immobilier sont consignés où? Malheureusement. C'est consigné où? Est-ce qu'il pourra vous rembourser au cas où vous arrivez, la maison ne vous plaît pas? Non, c'est dire que c'est des à côté, permettez-moi l'expression, que les gens ont mis pour pouvoir se faire de l'argent. Tout simplement. Parce que si vous êtes dans la maison et que vous avez une fuite d'eau, on va pas l'enlever sur la caution pour pouvoir régler votre fuite d'eau. On va vous dire arranger. Mais en sortant, il va estimer que vous avez gâté son mur, vous avez classé et il avale cette caution. Merci Charles Amen Bathiou. Merci à vous Madame, Messieurs. Quelle réaction aurez-vous? Comment l'apprécierez-vous? Comment comprenez-vous cette histoire de ce matin? Mais c'est un sujet qui peut vraiment mettre en colère à la fois le locataire comme le bailleur aussi, parce qu'il peut y avoir des rixes entre eux. Mais il y a aussi des sujets qui énervent véritablement, des sujets qui mettent en colère. Et parlons justement de colère, Madame, Messieurs. Charles Amen Bathiou, je vois la bouche déjà tordue ici, l'endroit où je suis assis, très en colère. Je ne sais pas comment les parents d'élèves feront ce qui arrive. La colère, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question du paiement des frais d'examen avant la rentrée scolaire dans ce pays. La date du début de paiement était le 1er septembre 2020. Comment comprendre qu'à l'heure où les parents se préparent à gérer le stress de la rentrée scolaire, l'on apprend par voie de presse que dès le 1er septembre, les parents devront s'acquitter des frais d'examen avant l'inscription via les voies de paiement numérique. 5 opérateurs, ils ont trouvé avec des banques. Dieu seul sait tout ce que les parents ont enduré l'année dernière avec le paiement par voie numérique, des doublons, des buzz, les noms qui ne sont même pas arrivés parce que, disait-on, on avait payé à un moment où les machines étaient en X ou en Y. Dieu seul sait. Ce qui est bien, c'est que le numérique avance au Cameroun, nous dit-on, malgré quelques leurres. Savez-vous que beaucoup d'établissements scolaires se réorganisent encore sur le plan logistique et pédagogique afin de répondre aux contraintes du coronavirus? Savez-vous que l'État, qui aujourd'hui demande qu'il y ait 50 par salle de classe, n'a pas construit une seule salle de classe depuis des années? Savez-vous que beaucoup d'enfants ignorent même encore dans quelle classe et dans quelle filière ils vont fréquenter pour l'année 2020-2021? Sur quelle base paieront-ils donc les frais d'examen avant la rentrée scolaire? Classe de 6e, classe de 5e. Quelle urgence y avait-il de faire payer les frais d'examen avant les frais de scolarité ou les deux même en même temps? Sachant que pour beaucoup, même dans le public, les parents évoluent avec les moratoires. Le principe de moratoire, on paye un peu, il n'y a pas d'argent. Comment se retrouver à ceci qu'on exige de payer la totalité? Et à côté de ça, certains responsables d'établissements scolaires ont dit, vous payez ça en même temps que la PEE ou rien. Ah, c'est compliqué ce pays. Quelle urgence y a-t-il de faire payer les frais d'examen avant les frais de scolarité? Sauf si les caisses du MINESEC sont vides et qu'on cherche des voies de ravitaillement pour relancer l'année scolaire. Devrait-on conclure que celui qui a rédigé et signé ce communiqué a oublié la date prévue pour le retour des enfants à l'école? Point d'interrogation. J'ai juste peur qu'un jour, on risque de demander aux enfants de composer les examens avant de fréquenter. Comment comprendre toute cette cacophonie gouvernementale partant du principe qu'on a arrêté les effectifs à 50 par classe, redoublant y compris? Comment comprendre le peu de management dont fait preuve ce gouvernement dans une prise de décision comme celle-là? C'est vrai qu'on a opposé la fuite
la distraction des frais d'examen par certains responsables corrompus. Combien sur 100 en termes de statistiques? Était-ce la seule voie de verser d'abord ces frais, obligeant les parents à non seulement préparer le retour des enfants en congé, à préparer l'installation des enfants, les tenues, les habits, vraiment, les fournitures scolaires et en même temps payer ipso facto les différents frais. N'est-ce pas trop demander aux parents que de prendre une telle décision? Comment comprendre cette décision prise unilatéralement par Madame le ministre sans avoir au préalable consulté les principaux acteurs que sont les parents et les enseignants? Ayons le courage de se poser les bonnes questions. Que deviendront les enfants qui, parce que désormais 50 élèves par classe, n'auront plus de place? Aux effectifs éclatés devront être affectés des enseignants qui viendront d'où? Certainement des titulaires du CAPIEM qui, depuis le 8 juin 2020, réclament encore à cri d'être contractualisés selon les critères fixés, mais dont on s'obstine à ne pas les respecter. J'oubliais, la MINSEC demande à tous les chefs d'établissement scolaires de faire part de leurs besoins en personnel en ligne, donc via Internet. Vous êtes le proviseur du lycée d'Ngalamandouga, vous avez besoin d'enseignants, connectez-vous là-bas Ngalamandouga sur Internet et envoyez vos besoins. Madame le ministre recevra, mais pour le moment, commencez déjà à encaisser l'argent. Bravo, c'est bien. Charles, j'ai bien peur justement que les parents ce matin se révoltent et qu'il y ait une insurrection dans les établissements parce que la demande de la ministre est assez compliquée quand même et c'est de nature effectivement mettre les Camerounais dans une colère noire que de ne pas comprendre les réalités, les difficultés, les souffrances de ce peuple et on se demande véritablement quels sont les enjeux de ce gouvernement. Est-ce que le vœu c'est de tout faire pour que les Camerounais rentrent dans une certaine colère et qu'on crée une déflagration sociale, peut-être pour pouvoir bien réparer des choses parce que tout est peut-être pourri comme Maman Mengan a le dit aujourd'hui. Et parlant bien sûr de Maman, justement, en écoutant cette colère ce matin, demander aux parents de payer, de s'acquitter des frais d'examen avant même les inscriptions, est-ce que ce n'est pas trop demandé? Comment on comprend la méthode Nalova Yonga aujourd'hui, Maman? Non, ce n'est pas la méthode Nalova Yonga. Nalova Yonga, justement, a été nommée ministre parce qu'elle obéit à ce qu'on appelle la méthode par embuscade. Donc, c'est ça la question. Donc, non, pour comprendre, parce que, figurez-vous, elle avait demandé, quand elle était vice-chancellor à l'université de Buea, de s'inscrire par le numérique, et sachant que la connexion Internet était mauvaise. Les étudiants qui ne s'étaient pas inscrits, elle a dit, vous payez 10 000 francs en plus. Alors que des pénalités. Lorsque les étudiants se sont plaints pour dire, mais Madame Vice-Chancellor, on a commencé, si vous pouvez remarquer dans le truc qu'on tente depuis 2 semaines, ça ne passe pas. Donc, elle les a fait coucher dans la boue, en fouettant. Et comme récompense, elle a été nommée ministre. Donc, elle obéit à la politique d'embuscade. Elle a compris que c'est cela. C'est la politique par embuscade où les membres du gouvernement sont les chefs d'arnaque. Je pèse bien mes mots, j'ai dit l'arnaque. Regardez comme le gouvernement vous engage, c'est pour qu'on comprenne. Vous dites, on s'engage dans ce qu'on appelle la prévention routière. Prévention routière, ça accompagne avec ce qu'on appelle sensibilisation pour éliminer les accidents. Mais les gendarmes qu'on mettait pour le truc, ils vous laissaient rouler à tombeau ouvert. D'abord, on avait tout fait pour enlever les plaques de signalisation dans tous les axes routiers. Faites Douala Yaoundé, vous ne verrez pas. On dit, ah non, vous n'avez pas vu une fois là-bas qu'on ne roule pas plus de 60. Vous dites, c'est où? On n'a pas vu. Parce que quelqu'un après là, il vous a flashé. Quelqu'un là, vous payez 25 000. Et vous payez cash. Et au bon, le ministre Jean-Baptiste Bokambou dit, j'ai déjà recensé 2,5 milliards. C'est ça qu'il est venu. Voilà donc. La même chose s'est passée avec les élections municipales législatives. Où on vous dit les dossiers sont libres. On ne paye rien. Mais pour signer votre casier judiciaire, vous payez 500. Et en plus, le ministère des Finances ajoute 10 000 francs pour chaque candidat
pour ce qu'on appelle les trucs de résidents, de loyer là, voilà, une taxe. La taxe foncière. La taxe foncière, oui, qui n'était pas prévue. On vous l'impose. Voilà ce qu'on appelle politique par embuscade, où les membres du gouvernement sont considérés comme des chefs de gang pour organiser l'arnaque, chacun dans son département. Donc ici, c'est de l'arnaque. Vous n'êtes pas encore élève de cet établissement, mais vous payez les frais d'APE et vous payez les frais d'examen. Et vous payez les inscriptions et... Non, les inscriptions, c'est après. Justement, dans la logique, c'est que vous inscrivez d'abord, on vous considère comme élève. À ce moment, on vous dit, les frais d'examen, c'est tant, les APE, c'est ceci. Voilà, votre salle de classe, c'est à tel niveau. Mais non, ici, non. On commence d'abord par mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce qu'on appelle l'arnaque. N'ayons pas peur de mots. Le gouvernement est dans l'arnaque. On arnaque les citoyens et on provoque les citoyens. J'ai l'impression que le gouvernement voudrait qu'il y ait des morts sur le carreau. Donc, parce que c'est justement le schéma, ça laisse penser bon, bien, c'est que on a l'impression qu'on fait tout pour énerver les Camerounais et les pousser à bout. Absolument. Et qu'il y ait la moindre faille. Parce que, souvenez-vous, le regard, l'observation globale, sans prendre position, c'est que tout est pourri. On ne sait pas par où s'enfuir. Parce que si ça pourrit et que ça s'éclate, ce sera avec vous y compris. Maintenant, il faudrait qu'on fasse tout pour vous énerver. Et quand il y aura un éclatement, maintenant on dira, c'est vous le problème et on va s'enfuir aisément avec tout ce qu'on aura porté. On va vivre dans ce pays. Oui, Donc, en fait, c'est cela. Donc, maintenant, ça va donc amener à ce que Charles Hamel craint. Mais c'est ça qui va arriver. Donc, comment mettre... L'État n'a pas conçu des salles de classe. 50 élèves par classe, alors qu'on est habitué à arnaquer avec 150, 200. Comment on va donc faire? On possède donc une stratégie pour éliminer. Comme les plus faibles maintenant, c'est ceux qui sont en classe d'examen. Non, tu n'étais pas inscrit pour des examens là, donc ta place est là, tu dois payer. Même si tu es un ancien élève ou redoublant, voilà, tu vas payer encore 100 000 francs en plus. Est-ce qu'on ne peut pas justement, sur cette question, justement, interpeller véritablement les députés pour qui travaillent, qui sont les députés de l'opposition. Même les députés, enfin, il y a quand même les députés de l'opposition. De l'eau, oui, de l'opposition. Oui. De l'opposition, pas de l'opposition. L'opposition. Action gouvernementale fausse, malsaine, incompréhensible, inacceptable de celle de Naloba Yonga. Que font les députés camerounais? Ne voient-ils pas ce qui se passe sous leurs yeux? Ils ont l'argent des micro-projets, Michel. Ils ont l'argent des micro-projets, ça suffit. Vous pensez que tous les jours, lorsqu'on dénonce des faits ici, ils ne sont pas au courant, ils le savent. Ils le savent pertinemment. On a décidé de réduire le nombre d'effectifs par classe de 6e, par exemple. Est-ce que vous avez entendu un seul député se lever pour dire que va-t-on faire des autres? Peut-être nos voix ne portent pas, nos voix ne comptent pas. Ok, ça, on l'accepte. Mais eux, qui sont censés porter la voix des parents de ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. On les voit juste parader sur Facebook, faire des attaques à Kamto, à M. Malachi Manaouda, par exemple. C'est là-bas qu'on les voit. Donc, il ne faut pas trop compter sur eux. Moi, je comprends le monde dans lequel vous pensez qu'on devrait vivre. Je suis avec vous. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Le Cameroun, malheureusement, ne veut pas financer son éducation. On ne veut pas financer son éducation. Avec la preuve, on a cette histoire avec l'APE et ce sont les parents encore qui payent l'APE. Aujourd'hui, on est en train de vouloir pousser des parents qui n'ont pas pu... Vous savez qu'il y a des parents à qui on exige encore les bulletins, de payer les pensions pour avoir les bulletins de leurs enfants. Effectivement. Voilà un autre problème. Mon enfant n'a pas terminé l'année. Moi, j'ai été mis en congé technique. Je n'ai pas pu finir la pension de mon enfant. Et aujourd'hui, au lieu de chercher l'argent pour inscrire précédemment mon enfant, avant de payer la pension, on me demande, avant de payer les frais d'examen, on me demande d'abord les frais d'examen, les frais d'APE et la pension viendra après. Une semaine après le début de l'école des enfants, on va commencer à les mettre dehors parce qu'ils n'ont pas payé la pension. Voilà. On est en train de vouloir étouffer les parents. Étouffer les parents. La ministre des enseignements secondaires, moi j'aimerais bien comprendre dans quel système elle vit, mais tous les jours elle est au devant de la scène avec des décisions qui sont, ma foi, alambiquées. Voilà, ce n'est pas à l'avantage des
des citoyens, ce n'est pas l'avantage des parents d'élèves aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'en plus des enseignants qui ont des choses à redire, qui ont des récriminations à porter, on se retrouve avec des parents qui se retrouvent aussi à revendiquer des choses. Qu'est-ce que madame dit par rapport aux élèves qui n'ont pas eu composé le BPC, qui se sont retrouvés avec leur nom sur les listes? Qu'est-ce qu'elle dit? On ne l'a pas entendu. Parce qu'elle n'a rien à dire, ça ne donne pas l'argent, ça ne donne rien, ça ne sert à rien. Mais on voudrait que les parents aillent inventer, créer l'argent. Non, non. Bon, maintenant, malheureusement, on n'est pas, au Cameroun, on n'est pas unanime dans la prise de décision. Aucun parent ne devrait payer. Aucun. Mais comme on a toujours des gens qui vont aller être des Judas. Mais à quoi c'est dans l'association des parents d'élèves? À quoi c'est dans l'association des parents d'élèves quand le parent d'élève qui est sous pression par rapport à tous ces montants? Que fait donc l'association des parents d'élèves? Et des enseignants. Et des enseignants. Ce n'est plus ça, Michel. Ah, maintenant les enseignants sont C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas unanime. Si on avait des parents qui se retrouvent dans un établissement, au lycée, où c'est le lycée de Ngouaikele par exemple, et qui sont surpris par cette décision, qui disent « nous on ne paye pas, nos enfants on n'aura rien à donner », personne ne donne rien. Mais comme nous sommes ce que nous sommes, entre nous, nous on se connaît, vous aurez des gens qui vont aller faire les dépôts. Madame, monsieur, sujet énervant, sujet choquant, sujet frustrant, incompréhensible. Et on nous dit que c'est pour avoir une bonne traçabilité. Hein. C'est énervant, c'est la colère. Reparlons justement dans la deuxième partie, madame, monsieur, je vous en prie. Bon retour, madame, messieurs. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit à l'instant. Votre talk show qui, comme tous les jours, entre 10h et 12h, vous permet d'avoir bien sûr, hein, on va dire, un regard tout à fait général sur l'actualité camerounaise, mais les sujets qui peuvent bien graviter, qui parfois aussi énervent, un peu comme le cas de cette exigence que fait aujourd'hui le ministère de l'enseignement secondaire ou le ministère des enseignements secondaires, imposant aux parents d'élèves du Cameroun de pouvoir s'acquitter des frais d'examen. C'est-à-dire que le BEPC, le probatoire, le baccalauréat, tout ce qu'il y a comme examen, vous devriez payer avant même de pouvoir inscrire votre enfant dans le lycée. Et ceci a été ouvert depuis le 1er septembre, donc c'est hier. Comment l'expliquez-vous en même temps? Quel regard jetez-vous sur cette méthode Nalova Yonga aujourd'hui? Comment expliquez-vous justement que le gouvernement camerounais fasse tout pour mener les Camerounais dans la boue, mais surtout dans une gabégie, pourquoi même dans une colère noire? Est-ce que les parents d'élèves qui sont en Ngolmendouka, on parlait aujourd'hui, est-ce que les parents d'élèves qui sont dans l'arrière-pays ont les moyens aujourd'hui? Est-ce qu'on repense quand même à des questions liées au Covid-19 et ceux qui sont en chômage technique? Comment expliquer que le ministre ou la ministre prenne des engagements pareils comme c'est le cas aujourd'hui? Le Cameroun est-il gouverné ou pas? Karine Sontia, votre point de vue sur la question? Il faut préciser que ce sont des frais, les frais d'examen particulièrement sont des frais qui sont généralement payés au deuxième trimestre. Voilà. Donc, on demande aux parents de commencer à payer aujourd'hui et attendre avant de payer maintenant les pensions. Et ça quitte également des frais des APE. Des APE. Alors que depuis que la ministre Nalova Lyonga est arrivée au ministère, je ne sais pas si elle a construit ne serait-ce que 4 salles de classe par lycée, dans chaque lycée, alors qu'il y a des espaces qui ne servent à rien. Maintenant, j'aimerais m'intéresser notamment à ce paiement par voie numérique, vraiment. Quelle est la procédure? On envoie à un numéro, on screenshot on appelle ça quoi? L'envoi. Et après, on envoie à qui pour prouver, pour démontrer qu'on a finalement payé les frais de dépôt. Parce que même dans les associations, lorsque quelqu'un vous envoie l'argent de sa cotisation, il screenshot le rapport d'envoi et vous envoie pour vous montrer que voilà ça, j'ai fait. Mais là, dans ce cas-là, on sait que l'année dernière, plusieurs parents ont dû payer les frais de dossier 3 fois pour certains élèves parce que quand on envoyait, ça ne partait pas. On nous disait là-bas que ça ne partait pas. Les listes sortaient sans les noms des enfants et autres. On a tellement eu des cas pareils. Il y a des enfants qui ont dû même parfois changer d'établissement. Alors, on sait très bien qu'en principe, les frais de dossier sont supportés par un établissement scolaire. C'est-à-dire que quand un enfant est inscrit dans un collège ou dans un lycée, c'est le lycée ou le collège qui va faire le dépôt avec le nom de ses enfants. Maintenant, il y a des parents qui vont le faire individuellement. Sous quelle coupole, sous quelle bannière, la bannière de quel lycée? Parce que vous ne connaissez même pas encore à présent où vos enfants vont aller à l'école. Il y a des parents qui n'arrivent à connaître là où leurs enfants vont aller à l'école que 3 semaines après la rentrée. J'ai dit 3 semaines après la rentrée. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand les gens vont à l'école
que les parents commencent maintenant à colmater ici, à gauche et à droite, dans les caisses scolaires, dans les associations, pour permettre à leurs enfants d'être inscrits. La ministre a déjà commencé très tôt à demander l'argent. Si le ministère a besoin d'argent, vraiment vous avez des budgets pour ça. Il ne faut pas commencer à spolier les parents et après vous allez nous dire qu'il n'y a pas, par exemple, que les fonds ne sont pas arrivés, il faut refaire, il faut ceci, il faut cela. Mais qui doit payer les pots cassés de votre incompétence? Ce n'est pas les parents. Ce n'est pas aux parents de payer les pots cassés de votre incompétence. Un ministère qui existe depuis belle lurette, mais qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais trouvé le moyen pour que les parents puissent profiter notamment de ce qu'ils donnent à leurs élèves, à leurs enfants comme frais de scolarité. Dans nos établissements aujourd'hui, vous vous êtes inquiétés de ce qu'il y ait même une bibliothèque. Vous vous inquiétez de ce qu'il existe une médiathèque, mais vous parlez déjà, à chaque fois qu'on parle de ministère au Cameroun, on met l'argent devant. Je parlais tout à l'heure du ministère de l'enseignement supérieur, on a d'abord parlé d'argent avant de parler d'autres choses. Les choses qui sont vraiment importantes, on n'en parle pas. On demande aux parents de payer aujourd'hui. Vous laissez l'inscription pour vous intéresser d'abord aux frais de dépôt de dossier, sans savoir si les enfants vont même d'abord aller à l'école ou pas, parce que la Covid-19, ça ne triait pas les personnes que ça touchait. Sauf si vous, ça ne vous a pas touché. Vraiment, il ne faut pas que vous nous mettiez dans les problèmes. On sait que parmi vous, vous avez des collègues, des collaborateurs qui ont des collèges et des lycées, des collèges partout. Mais ne nous mettez pas dans ce tableau-là parce que les parents n'ont pas de collège. Les parents vivent dans c'est difficile. Je vous relance la question parce que je dis jusqu'à présent, on ne peut pas expliquer que sur une pareille décision, que nous ayons les élus locaux, nous ayons les députés qui sont dans l'action, dans l'observatoire, si vous voulez, dans le contrôle de l'action gouvernementale. À côté de ça, on se demande, vous n'avez pas de budget, mais le budget qui a été voté justement à l'Assemblée nationale pour le compte du ministère de l'enseignement secondaire, qu'est-ce qu'on en fait donc? Est-ce que ce n'est pas la preuve aujourd'hui que le Cameroun est dans une mafia à tous les niveaux? Mais bien sûr. Parce que quand vous demandez à vos enfants, aux enfants de payer, de s'acquitter, enfin aux parents d'élèves, de s'acquitter des frais d'examen avant les inscriptions, est-ce que peut bien encore dans ce pays? Monsieur Ngachou, je vais utiliser cette image. Lorsque vous êtes dans une cotisation et que quelqu'un qui ne va pas venir à la réunion vous envoie son argent de cotisation, vous gardez l'argent là intact jusqu'au jour de la cotisation ou vous utilisez pour rembourser le jour où vous allez cotiser. Dites-moi si vous gardez cet argent là intact le même biais. On utilise d'abord, oui, avant d'aller cotiser maintenant, peut-être en faisant des emprunts, je ne sais pas. Mais là, c'est ce qu'ils veulent nous faire. C'est-à-dire que vous allez donner vos argents là, on va utiliser pour faire autre chose. Et après, au moment venu, vous allez avoir des collèges où il y aura des dossiers qui ne vont pas arriver, des collèges qui vont dire que, des élèves qui vont dire qu'on a envoyé nos dossiers depuis, on n'a pas vu nos noms, on a fait ci, on n'a pas fait ça. Voilà dans quoi on veut s'embarquer. Tension sociale certainement en vue, madame, monsieur, colère noire des populations, mais surtout énervement des parents d'élèves pour ceux qui veulent au moins donner un avenir radieux à leurs enfants. Comment expliquer cela? Charles a même battu ici sur ce plateau, vous avez précisé tout à l'heure que vous ne serez pas surpris que dans les jours à venir, qu'on demande aux élèves de composer même avant de fréquenter. Composer à crédit. Vous savez que ce qu'on fait là-bas, ce gouvernement... Vous ne savez pas si vous voulez devoir composer avant même de fréquenter. On va dire composer d'abord, vous fréquenterez pas. Comment est-ce qu'on peut en sortir de cette histoire aujourd'hui? Ça vous fait rire, mais nous on connaît là où on est entendu. Vous savez, ça avait marché. Je crois qu'ils sont, puisqu'on est dans un gouvernement qui procrastine beaucoup, on remet toujours tout à demain. Maintenant, on va voir, ça va se gérer pour faire la dernière minute. Lorsque le Covid battait son poids et on parlait du retour à l'école après avoir confiné les enfants à la maison, on a bien précisé que ce n'était que les classes d'examen. Ce qui a fait en sorte que c'était vraiment déconjectionné. Les écoles étaient ouvertes, monsieur Michel Ngachou, les enfants allaient à l'école, on obligeait les pagnes, on obligeait d'avoir les cache-nez. Et n'oubliez pas que vous qui êtes en train d'appeler les parents, pendant que l'école était en train de demander aux établissements scolaires de mettre, on demandait à chaque parent de donner un cache-nez à son enfant avec le gel pour aller à l'école, c'est le syndicat des enseignants qui s'est levé un matin pour dire que non, chaque parent doit donner 2000 francs pour le cache-nez à son enfant, pour venir à l'école, 2000 francs et 1000 francs pour le gel. Les parents payent les pots cassés.
passé? C'est pas des gens qui veulent aider les parents. Mais ça dépend de C'est quel pas des gens- syndicat. Quel syndicat, Les parce que enseignants. Les Les syndicats. enseignants. parce qu'il ne faudrait pas qu'un monde de confiance qui est amalgame. Je hein. dis- Il peut avoir un Monsieur syndicat Michel, sur plusieurs syndicats reconnus au niveau de des l'enseignement. syndicats des enseignants, c'est à Yaoundé même. Ils ont fait jusqu'à aller rencontrer le ministre. n'était pas des Le vendeurs de ministre les a tomates. désavoués. Les a désavoués à la fin parce que ça devait être des masques estampillés. Bref, passons, monsieur Michel Ngachou. Donc ça avait marché. Aujourd'hui, on dit, nous allons à la rentrée scolaire. On dit les 6e, c'est 50. Je connais un lycée où, en 6e, c'était 130. 130. Sur 130, il y a eu 50 redoublants leçons. Le reste est monté en 5e. On a dit quoi? Vous êtes renvoyé? En seconde, on doit renvoyer. En première, on doit renvoyer. Ok, maintenant le chiffre 100. Si nous avons un lycée qui a 2 terminales, 2 premières, 2 secondes, 2 troisième, 2 quatrième, 2 cinquième, 2 sixième, ça fait 100 fois 7, ça fait 700 élèves. Vous pensez que si Corona entre, on ne se contamine pas? Le principe de table banc, aller dans ces salles de classe sur 100, est-ce que cela va respecter? Donc je pense quand même qu'ils sont en train de s'amuser. Oui, vous devez inscrire vos enfants à partir du 1er. Tous les résultats des examens sont sortis avant le 1er septembre. Maman. Bonne question, très bonne question. Est-ce que tous les résultats des examens sont sortis avant le 1er septembre, monsieur? Combien sont sortis même? Combien même sont sortis? Je voudrais Donc, vous vous rendez compte qu'on dit des choses, mais j'ai bien peur que la personne qui a rédigé ce communiqué ait signé, s'est Il vit trompé. pas ici. Il s'est trompé de la date. En réalité, C'était premier octobre. en regardant la télévision ce matin, madame, messieurs, pour vous qui nous regardez en même temps, pour vous qui faites confiance à Equinox Télévision, qui pour vous donne la bonne information, croyez-nous, à un moment donné, on peut aussi sortir de nos états normaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que la ministre des enseignements secondaires est consciente justement de l'enjeu, de ce qui peut se passer, de la déflagration que ça peut porter, Vous de oubliez l'énervement, de la colère qu'on peut avoir? Parce que vous savez, souvenez-vous de ce qui s'est passé justement avec Charles Lamine Battu. Souvenez-vous du printemps arabe. Vous savez ce qui s'est passé? Partant justement la petite colère d'un monsieur qui, parce qu'on lui a demandé de payer des taxes sur ce qu'il vendait, là on parle de la Tunisie, il s'est fait immoler. Mais regardez bien ce qui se passe au Cameroun, parce qu'il y a tellement de colère qu'on a très peur. Vous oubliez autre chose. C'est qu'on va laisser pour les proviseurs qui sont là le temps de démarrer jusqu'en début ou mi-octobre. Après, affectation. On va encore les redéployer, organisant de fait le vol. Oui, parce que vous n'oubliez pas que c'est à partir de début octobre qu'on va devoir affecter certains proviseurs, les enseignants et tout. Vous savez qu'au quartier, voilà comment ça fonctionne. Ouais, tu es prof au lycée de Deido, vraiment mon frère. Voici l'argent de mon frère, prends mon cas, tu portes. À l'heure où je vous parle dans tous les quartiers, il y a un bureau devant la maison de chaque professeur. Parce que chaque professeur a un cas qui va aller défendre auprès du proviseur. C'est reconnu. C'est leur avantage. Nous sommes tous passés par là. Ils vont récupérer. Et après, on affecte le professeur, on affecte le proviseur, on affecte le censeur, on affecte le suivant général. Cela remet. Donc tout ce que madame le ministre est en train de faire, vraiment c'est un désordre, c'est une cacophonie, comme on connaît bien. Bon, Benga, comment vous appréciez justement le système de mi-temps qui risque d'être imposé aux élèves? C'est-à-dire que on va à l'école le matin de 7h, on finit à quelle heure? À 12h. À 12h. 12h30 et les midi entre. Donc, de matin, de midi, comme on faisait à l'époque là. Je vous ai dit que le renouveau a tué l'école, en commençant par l'école primaire et l'enseignement supérieur. Au moment donné, c'est l'enseignement secondaire qui était un peu, j'allais dire, sauvé, entre guillemets. Mais maintenant, même l'enseignement secondaire a été tué complètement. Donc, on a tué l'école, on a tué la santé. Donc, il reste seulement aux Camerounais. Et je vous disais, je pense que c'est Paul Tedga qui l'a dit aussi dans son livre, quand il avait publié le livre Ouverture démocratique en Afrique noire, avec un point d'interrogation. Et pour le cas du Cameroun, il a publié ce livre en 90, il a dit dans 30 ans, nous n'aurons même plus de larmes pour pleurer. Donc, et effectivement, nous y sommes déjà. Voilà, nous y sommes déjà. Nous ne plus avoir de larmes pour pleurer. Donc, dans ce genre de situation où on a tué l'école, on a tué la santé, il reste aux citoyens une certaine volonté de survie. Mais les enfants iront à l'école le matin. Dans la volonté de survie, je vous dis, ici, vous disiez tout à l'heure, non, moi je vais essayer de vous répondre, excusez-moi. Madame le ministre de l'enseignement secondaire sait ce qu'elle fait.
elle sait ce qu'elle fait, elle sait qu'elle provoque, elle sait qu'elle veut. Elle provoque exprès. Elle voudrait que les gens se lancent et la police, la gendarmerie vont faire le reste. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle sait, parce que en fait, le Premier ministre, pourquoi il reste tranquille? L'État n'a pas d'argent et on sait que les frais d'examen apportent beaucoup d'argent dans les caisses et les examens commenceront à être organisés après le 20 mai avec le Common Entrance entrée en 6e et tout, c'est après le 20 mai. Mais le bac viendra et suivra et tout. Donc, on a le temps de voir, parce qu'on sait d'office que ce qu'on retient pour les corrections d'examen ne seront pas payés. C'est d'abord, c'est comme ça que ça se fait. Donc, et l'État a fait ceci, qu'on parlait de l'unicité des caisses. L'année qui vient de s'achever là, même Covid a même fait, je veux dire, a donné la chance pour sauver l'année. Vous allez me dire comment? Les chefs d'établissement, dès le premier trimestre, tous les proviseurs que vous voyez, ils adressaient aux ministres, à leurs délégués régionaux et aux ministres, les besoins. Je vous dis, dans un lycée, on vous envoie 2 registres, alors que vous avez 6 classes de 6e, 8 classes de 5e, de terminale A, B, C et D. Oui, c'était grave. On vous envoie 6 registres. D'abord, le personnel d'appui, qu'on appelle maître des parents pour de ceci, et là, les enseignants bénévoles, le personnel d'appui, n'étaient pas payés. Les vacataires. Les vacataires. Oui, et là, les proviseurs, ils ne savaient quoi faire. On leur donnait, je pense, 120 000 trop pour certains. C'est beaucoup. Alors que... Oui, et c'est beaucoup. Non, j'ai dit aux proviseurs pour payer à chaque enseignant qui avait ses 50 000. L'improviseur a 5 enseignants vacataires. On lui donne 120 000. Il fait comment? À ce moment, c'est pour ça que je dis que Covid a sauvé l'école. Maintenant, l'orientation du gouvernement, c'est de tuer l'école. C'est l'enseignement secondaire qui restait là. On a fait appel aux soldats. Je vous dis que je la considère comme soldat, Madame Pauline. C'est un soldat de la tuerie, justement, de l'école. Parce qu'elle a fait les preuves à l'université de Beya. On a dit que cette femme peut bien tenir la chicotte, elle peut bien tenir la machette, elle peut taper. Elle peut taper et les enseignants et les élèves, et alors il faut qu'elle achève. Donc voilà l'orientation, ne vous trompez pas. On a tué l'école. Merci Mohamed Gagne, merci beaucoup, merci à vous, merci pour vos nombreuses réactions, madame, messieurs. Le Cameroun tel que nous le regardons, mais je vais quand même peut-être faire une petite précision. On pourra me taper sur les doigts après, mais avant que je ne sois recruté avec Equinorce Télévision, le Cameroun, je ne le voyais pas comme ça. Je suis très sincère en tant que journaliste. Nous venons de Yaoundé, nous avions... écoutez, je ne sais pas si c'est qui nous regardent à Yaoundé, regardent Equinorce à Yaoundé. Nous regardions des télévisions nationales effectivement là-bas, mais l'autre côté du Cameroun que nous avions, nous ne l'avions pas comme ça. Mais chaque jour, croyez-moi, on sort de cette émission énervé, choqué, et on se demande finalement, est-ce qu'on restera comme ça sans rien faire? Est-ce qu'on va rester comme ça sans rien faire? Est-ce qu'on restera les bras croisés sans penser bien sûr à l'avenir de ce pays qui nous est véritablement cher? Allons prendre bien sûr les réactions de nos internautes. Charles Amé, vous me permettez? Ils sont assez nombreux certainement qui vont se prononcer sur la question. Comment regardez-vous le Cameroun aujourd'hui? Vraiment, cette histoire-ci, vraiment frustre les parents. Mon cas précisément, mes parents ont failli piquer une crise. J'étais à la banque hier pour payer les frais universitaires sous risque de pénalité. Vraiment, les décisions de ce pays sont à revoir. J'ai mal. Voilà, le 30 septembre, je dois payer la 2e tranche. C'est désolant. Ça, c'est pour les étudiants. Ça veut dire que c'est le cas aussi dans les universités. Wow. Et que les étudiants doivent payer la première tranche. Elle a payé la première tranche hier. Elle doit finir la 2e tranche le 30 septembre. Pour quelle année ça commence quand? Cette année. L'année commence quand? Oui. L'année commence quand? En octobre. Ils ont arrêté les inscriptions. Et on paye déjà au supérieur et au secondaire, ça commençait le 1er septembre. Wonderful. Et maintenant, comme ça. I think, c'est par rapport à l'histoire du jour. Mais attendez-vous, excusez-moi. On en rit, mais c'est pas risible quand même. Soyons sérieux. Hey. Non, écoutez, soyons sérieux. Ils ont rien commencé à payer. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Regardez l'extrême nord où il y a des inondations il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous faites des parents là-bas, des familles là-bas? Ici même, allez à les actes de naissance des enfants qui ont disparu dans les inondations, on fait comment? Mais je dis, mais soyons sérieux. Et maintenant, je me pose, mais à quoi finalement nous servent ces partis politiques qui tous les jours nous inondent,
de rabattre les horaires des... À quoi sert le ministère des Affaires sociales si elle ne Mais peut c'est pas pas dire à son possible. collègue de secondaire que vraiment, toi Mais aussi, à un vois la moment donné- situation, descends un peu. Non, moi je pense mais non, que mais- vous Non, avez il n'y a pas de cité souci. les institutions tout à l'heure. Le rôle principal revient à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale et accessoirement aux sénateurs. Parce que les sénateurs, dans le processus de la décentralisation, sont les porte-voix des conseillers municipaux. Et les conseillers municipaux, dans ces dispositions Voilà, des lois qui voilà, régissent la décentralisation, c'est eux, les maires et les conseillers municipaux, qui gèrent les lycées, qui sont dans les comités de gestion des lycées. Donc, c'est l'Assemblée nationale. Maintenant, vous avez dit quelque chose, je pense qu'il faut insister dessus. Les députés ont les micro-projets, ont l'argent les micro-projets. Et ils ont peur que l'État ne mette l'œil sur le contrôle des micro-projets. Donc, en fait, c'est l'argent qu'on leur a donné Pour la famille. pour leur dire, bon, débrouillez-vous là-bas. On ne veut- Le on ne contrôle regarde- on ne supérieur de regarde pas l'État ça. ne viendra pas. Donc, si un député se permet de mettre le nez dans cet argent en disant, mais le gouvernement risque de provoquer, risque d'avoir une déflagration sociale et tout. Bon, on va dire, toi, l'argent des micro-projets, tu as mis où? Donc, voilà un peu un système de copinage dans lequel nous sommes. Ça sent Les mauvais. messages qui arrivent. Clarisse Som, I think youth should develop an appetite for reading. If he reads the contract, he would have known what he's getting into. Mr. Schall is right when he says we should always have someone to accompany us when making housing decisions. I am so sorry for him because he won't get a franc from his landlord. He should just endure till his rents expire. Clarisse Somme. Cette ministre est d'une incompétence notoire. La convention avec les sociétés de transfert d'argent empêche les lycées techniques d'avoir le matériel d'œuvre pour les travaux pratiques et ateliers. Pire encore, cette histoire d'APEE, un véritable serpent de mer. Parker Bell qui écrit « Le pays tensionne seulement », ça c'est Nerus Mang. On voit alors que ce gouvernement démontre suffisamment qu'il ne se soucie plus des citoyens. Le système est ainsi conçu. Aucun membre ne prend de décision de manière indépendante. Chacun Bernard. Les opposants qui sont à l'Assemblée nationale sont des affamés à l'IORDPC. Cette ministre des Enseignements devrait épouser Atanganji. Les deux feraient très bon mariage. Donc, les Camerounais croient qu'ils vivent encore dans un pays. Vraiment, ouvrez-vous vos yeux. Les Camerounais du 237. Un autre message ce matin concernant la colère du jour. Un point essentiel n'a pas été souligné par Charles Hamel. Comment peut-on demander aux parents de payer les frais d'examen alors que nous n'avons pas encore tous les résultats des examens? Charles Hamel l'a souligné. Effectivement, non, ça la a été session souligné, ça a été souligné ici. C'était avant votre commentaire certainement. Voilà. Les députés du village qui s'attellent à aller faroter les billets de 1000 francs aux populations et pourtant leur rôle est de défendre ce peuple et contrôler l'action gouvernementale. Vous avez oublié que c'est vous qui nous avez rappelé ici hier que tous ceux qui avaient échoué avaient passé et tous ceux qui avaient passé avaient échoué. Oui, Abatouri, à l'Est Cameroun, effectivement. Alors, si on est dans cette configuration et qu'on sort toutes les listes, il faudra encore aller savoir si ceux qui ont passé n'ont pas échoué et ceux qui ont échoué n'ont pas. Vraiment, C'est-à-dire ça ce remet système. pour- Je vais ici peut-être ensuite par les contemporains. Quand je fais de première, j'ai un camarade de classe qui a échoué au probatoire. Et l'année qui suit justement, on se retrouve en première. Il est avec vous. Il est avec nous. Oui. Et pendant, c'est-à-dire au premier trimestre, je crois, pratiquement 3 mois après, le document vient de le fils du baccalauréat qui vient lui faire savoir que monsieur X, votre place n'est pas là, vous êtes en On avait fait terminale. l'erreur Alors en maintenant, 2011. on se demande, celui qui a pris sa position, c'était qui? Point d'interrogation. Et il y en a qui ont eu le baccalauréat au Cameroun. C'est 3 ans, 4 ans après, 5 ans après qu'on se rend compte que vous aviez obtenu votre bac il y a 5 ans. Il voit le relever. Mais il est resté en classe terminale pendant 5 ans. Est-ce que c'est... Mais dans quel pays on vit finalement? Non, ça c'est Il a les 5 bacs parfois. Zachary Bato, c'est l'épaule de. Mais c'est pas l'épaule possible. de Bato. Alors maintenant, je vais quand même finir sur la question en disant, on a eu dans ce pays un monsieur qu'on appelait Adamou Ndamdjoya de son temps comme ministre de l'Éducation nationale. Nous étions très jeunes quand nous entendions parler. On a eu des messieurs comme
le Robert Mbela Mbappé. Vous savez, quand vous avez quand vous avez le BPC à l'époque, même aujourd'hui, quand vous dites j'ai le BPC de Mbela Mbappé, on dit non, vous avez un BPC sérieux, c'est du costaud. Parce que votre BPC, on sait que ça a de la consistance. Mais après Mbela Mbappé, à un moment donné, même si lui aussi on peut lui en vouloir pour pas mal de choses, aujourd'hui, on se demande l'éducation du Cameroun, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'on n'ait pas le pressentiment, l'intention, comme certains disent que Equinox, vous me dites que c'est qui ne marche pas. Mais c'est pas ça ne marche pas qu'on dit. C'est grave quand même, Charles Abel. Vous avez enlevé vos lunettes, pardon, remettez. Non, mais. Vous risquez voici ça. Il faut que vous revoyez mieux le Cameroun. Non, mais c'est grave. C'est grave ce qui se passe. Et Karine, peut-être en lisant les messages, on serait de plus en plus courroucé sur le plateau. Évoluons quand même. Désolé, mais le bailleur n'y peut rien. Ça, c'est par rapport à l'histoire du jour. Par contre, qu'il dise adieu à son argent, le locataire. L'argent entre mais ne sort jamais. Aurel Célia. Leslie Mbunda, mais le bailleur n'a pas tort. Il n'a pas lu le contrat. Il faut toujours lire les contrats avant de signer. Leslie Mbunda. Le bailleur l'a piégé et lui n'a pas poussé. Et lui, il n'a pas poussé la lecture. Vous pouvez même le lire et après vous ne savez même pas ce que ça signifie que catastrophe naturelle. Lire sans comprendre. Oui, lire sans comprendre. Il y a des bailleurs qui vous disent non, comme vous voyez là, il y a... Il n'y a pas de catastrophe naturelle, voilà que l'eau. Les élus disent quoi? Parce que quand vous et moi parlons, on nous dira que nous n'avons pas le droit de parler. C'est le rôle des élus à l'Assemblée nationale. Alors, on attend la sortie des élus. Le 237 is the place to be vraiment. C'est quand même terrible. Pourtant, les résultats des examens ne sont pas encore disponibles. Donc, quelqu'un qui a composé le probatoire, qui n'est pas encore sorti, va payer les frais d'examen pour le bac ou pour le probatoire à nouveau. Oui. Mais ce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est que à la lecture, on a l'impression que on risquera de fabriquer pour l'année scolaire 2020-2021 beaucoup de candidats libres. Oui. Ça veut dire que vous faire soyez vivre les inscrit écoles. ou pas, vous partez d'abord payer comme candidat libre en attendant. C'est pour faire vivre les cours du soir. Étudier à la maison. C'est ça que je suis en train de dire, que c'est ce vers quoi on est en train d'aller. On donnera beaucoup d'argent, beaucoup de candidats libres et beaucoup de personnes qui resteront à la maison. Non. Maintenant, Charles Amel, le regard ou les conséquences, du moins on va dire le trop plein, C'est comme ça, c'est observé le au niveau des établissements privés aujourd'hui. Alors, même là-bas, on va leur dire, vous ne pouvez pas prendre un niveau. C'est comme ça, donc tuer l'enseignement secondaire. C'est à quoi je vous disais tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas dire au lycée 50 par classe et laisser les collèges recruter à tout vent. Non. On va leur exiger un quota par classe également. Donc, c'est ça, tuer l'école. Ce qui est sûr, c'est que ça sera impossible. La ministre, on ne sait pas ce qui se cache derrière l'esprit de la ministre, mais je pense que d'ici au 20 septembre, elle devra réviser ses positions et permettre à tous les enfants de se faire. Charles, même tu vous parles du 20 septembre, c'est pratiquement dans 2 semaines. Je dis d'ici le 20 septembre, elle devra revoir ses positions. Soyons sérieux, 3 semaines c'est énorme. Et vous savez qu'à l'heure où on parle, comme les résultats sont en train de tomber, beaucoup d'enseignants sont en congé. Les proviseurs sont en congé. Ils vont reprendre d'ici le 20 septembre, ou d'ici le 25 septembre qu'ils vont reprendre. Donc, je dis qu'elle devra revoir ses positions d'ici le 25 septembre. Merci. Merci à vous, Karine Sontia. Merci, madame, messieurs. Merci de rester présents sur Equinox Télévision. C'est 10-12 au Zénith. Et nous sommes, quoi qu'il en soit, justement, sous ce soleil. C'est accablant, c'est gênant, c'est chaud, c'est énervant quand on regarde ce qui se passe au Cameroun. Eh bien, on va également tenter de mieux comprendre ce qui se passe sur la toile. Parce que sur Internet, quand même, tous les jours, vous réagissez à des sujets qui font bien sûr la une. Et Karine Sontia prend du plaisir tous les jours à nous tenir, on va dire, captifs de ces sujets-là, Karine. Oui, ce matin, le seul sujet qui nous intéressera dans la revue des réseaux sociaux, notamment, concerne ces balles qui ont crépité à Bamenda hier pendant toute la journée suite à l'assassinat d'un policier non loin du lieu dit City Kemis, inspecteur de police premier grade, lors de l'attaque d'un poste de contrôle par des hommes armés. S'en est suivi une riposte des éléments de la police qui ont donc entraîné des échanges de tirs entre les forces de
maintien de l'ordre et les séparatistes. Une véritable scène de guerre comme dans les films, les commerçants et les habitants obligés de se cacher dans les images que vous allez notamment voir, suivre avec nous. Des commerçants ont été contraints à fermer très tôt, se cacher sous des échoppes. Les habitants se cachaient aussi sous des lits dans les images que nous avons. Il y a même des malades qui étaient obligés de se cacher sous des lits d'hôpitaux pour fuir les balles qui pouvaient intégrer les domiciles. Et des motos ont été incendiées, les biens ont été saccagés, des commerces aussi saccagés. On aurait peut-être bien voulu avoir le son, comprendre la réalité, vivre la scène, parce que le parfum de Bamenda nous intéresse. Sommes-nous au Cameroun? Parce que là, on vous regarde, monsieur et madame les gouvernants. On regarde ce matin le ministre Atangandji, ministre bien sûr de l'administration territoriale. On regarde le ministre délégué à la présidence chargé justement de la défense, monsieur Betty Assomo. On regarde le délégué général à la Sûreté nationale ce matin et nous vous demandons, est-ce que vous aimez ce pays véritablement? Est-ce que vous, qui êtes membre du gouvernement, vous aimez ce pays quand vous regardez ces images? C'est vrai également que l'actualité, Karine Santia, en regardant ces images qui font le tour de la toile, depuis hier, on est outré et énervé sur Internet. Est-ce qu'on sommes encore au Cameroun? Et c'est vrai que on n'arrive pas à se rendre compte que ça c'est le Cameroun, mais c'est le Cameroun tel qu'il vit aujourd'hui, et particulièrement la région du nord-ouest, Bamenda. On nous a fait croire que la paix revenait peu à peu dans cette localité. Il y a d'autres images, non, Karine? Oui, il y a des images, il y a des photos des populations qui sont cachées sous des lits que la rédaction va certainement partager avec nous. La réalisation. La réalisation. On va prier justement Madame Guanfo, qui est avec nous à la rédaction, de nous permettre d'avoir ces images, justement pour comprendre au Cameroun, la réalité du Cameroun en lui-même, et comprendre justement ce qui s'est passé véritablement hier à Bamenda. On veut voir toutes ces images véritablement. Nous vous prions. Merci de nous aider et d'aider nos téléspectateurs à comprendre ce qui s'est passé. Karine. Oui, c'est de ça qu'il s'agit et notamment. Vous nous parlez bien sûr de ce décès, le de ce policier qui a été décédé, il s'appelait bien sûr Bikoy Lend. C'était un inspecteur de police de premier grade qui a été tué, et notamment on se rappelle qu'il y a une semaine aussi un sapeur-pompier avait été aussi tué, et cela a aussi suscité le courroux de ses collègues qui avaient décidé aussi de se venger. Donc ça commence à aller dans ce sens-là dans ces régions. Eh bien, lorsque nous interpellons justement ces membres du gouvernement, c'est pas vous dire que ce n'est pas eux, hein, les commanditaires, parce qu'on n'a pas de preuves pour pouvoir le dire, mais c'est vous dire, nous vous interpellons pour vous demander, est-ce que vous aimez le Cameroun? Est-ce que c'est beau de voir ces images comme ça? Est-ce que c'est normal de vivre dans un pays qui se veut, qui a d'ailleurs une belle devise, c'est la paix? Mbombo Bengan, en mission à Bamenda depuis quelques 5 mois quand même, ce policier a été tué aujourd'hui. On dit bien que les séparatistes en même temps étaient sur des motos et puis ils ont tiré, ils ont abattu et puis ils sont égarés. Alors comment vous analysez ces images? Voilà les photos des populations qui sont sous les tables. Votre commentaire. Non, moi je n'interpelle pas les délégués généraux à la Sûreté nationale, non. Là, si vous avez dit ils aiment bien, oui, ils aiment le pays, précisément parce que le premier principe de la défense, c'est l'unicité de la défense. Et lorsqu'on parle de l'unicité de la défense a un seul chef. Et le chef de la défense est le président de la République. Quand il donne des instructions, on doit les suivre. C'est tout. Ces images sont insoutenables. Charles même Bachou, comment vous appréciez ce qui s'est passé hier à Bamenda depuis 13h50, puisque tout s'est passé à Bamenda autour de 13h50, au lieu baptisé City Chemist Roundabout? Ce Michel Ngatsou, c'est terrible.
Vous savez, justement les images, quand on regarde ces images amateurs. Quand nous écoutons le ministre, vous avez vu chaque fois que le ministre Akanandi a fait une sortie, j'ai été toujours outré, j'ai toujours été révolté parce que la réalité sur le terrain est contraire à ce qui est dit par les gouvernants. Qu'est-ce que les gouvernants cherchent à protéger? Telle est la question. J'ai été réveillé, sorti de mon lit à 3h30 aujourd'hui pour aller à Bonabéry, vivre les gens qui fuyaient, qui ont fui la zone qui débarquait. Ce n'était pas seulement un seul point, c'était plusieurs points dans la ville. Ces simples images nous amènent à poser une question. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, reprenez le même micro, revenez vous placer et dites aux déplacés internes, rentrez et dites aux chefs de commandement traditionnel, retournez dans vos chefferies. C'est ce que nous attendons que vous le fassiez. Donc vous pensez que c'est un message qu'on renvoie à Tangan disant, quand vous organisez justement déjà même les élections des chefs dans les villages, venez, on verra. Monsieur Michel Ngatiou, je vous dis qu'au sorti de là, les chefs qui se sont affichés ont commencé à recevoir des messages de la part de leurs fils. Je dis les sujets si vous voulez, qui leur ont dit, ah bon, hein, c'est ce que vous êtes allé faire là-bas. Mais imaginez-vous, je ne connais pas le mobile. Vraiment, je m'incline devant la mémoire de cet inspecteur premier grade qui est tombé. Je m'incline vraiment. Que Dieu ait son âme. Vraiment, je m'incline devant. Mais je pense quand même, monsieur Michel Ngatiou, que cela démontre à suffisance que on est loin du retour au calme dont on parle. On est loin des matiettes. Parce que là, il faut comprendre qu'on est loin des matiettes. Qu'on nous a fait, voulant nous faire comprendre que non, là, ça a tourné, alors que nous on voyait les marteaux, ça a tout ça changé de face, et maintenant avec les matiettes, que les gens sont interdiction des matiettes. Mais vous avez vu, c'est des armes. Je ne sais pas si vous suivez comme moi, ça va le des armes. Non, ce n'était pas c'était non, ça suppose que ces gars avaient des mitraillettes. Où ont-ils pris ces mitraillettes? Écoutez bien, parce qu'on écoutait la vidéo, oui, où ont-ils? Il y a d'autres où on voit des corps, à même le sol, monsieur Michel Ngatiou. Il y a d'autres sur la toile où on voit des corps déjà envoyés. Mais dites-vous qu'on est en pleine guerre. Il n'y a pas de retour au calme pour le moment. Où est passé le DDR, le comité de démobilisation, désarmement et réintégration? Où est passé ce corps qui nous disait que nous avons eu 50 tel mois, nous avons eu 100 tel autre mois? Vraiment, les choses sont en train d'avancer sur le terrain. Moi, j'ai l'impression qu'on parle à la communauté internationale, on parle aux amis du Cameroun, mais on ne parle pas aux Camerounais qui vivent les réalités. J'ai dit ce matin, j'ai vu 3 bus de personnes qui disent que trop c'est trop. On ne peut plus rester. Les gars sont en train de chercher à venir s'installer ici. Vous avez seulement à Douala près de 50 000 déplacés qui sont dans les établissements scolaires. On vous dit qu'il faut absolument payer les frais de scolarité avant. Non, regardez dans quelle situation c'est là. On est en train de vivre, on met toujours la charge. Est-ce que ça dit justement que c'est un message que l'on transmet, que ces sécessionnistes combattants, ils se servent justement, ils savent qu'en le faisant forcément on va parler, mais est-ce qu'ils transmettent? Ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est un problème politique qu'on a refusé. Quand je vous ai dit tout à l'heure, interpeller directement le chef de l'État. Voilà. C'est lui qui a la solution, ne veut pas résoudre le problème. Alors, on a les élections régionales à venir, bon Benga, on a les élections régionales à venir. On peut les tenir même dans les cabinets de gouverneurs. Oui, c'est les élections régionales. Puisque les chefs traditionnels ne sont pas dans ces localités. Ils ne sont pas encore rentrés. On a tenu les législatives et les municipales sans les populations. Alors, pourquoi retenir? Puisque ici, il ne s'agit pas d'un corps électoral, mais il s'agit de conseillers municipaux. Donc, les gens qui votent, on les connaît. Donc, on peut facilement les organiser. C'est le chef de l'État à qui il faut poser la question. Monsieur le Président de la République, pourquoi vous refusez de résoudre la question anglophone? Donc, il ne s'agit pas, parce que c'est pour ça que je n'ai pas parlé beaucoup. C'est-à-dire, on veut nous amener à apprécier les situations qui arrivent. Ah, Aria Forêt, ah, Patient tel, ah, un policier est tombé. Non, ce n'est pas là le problème. Justement, ça, c'est les conséquences du problème. Le problème, le chef de l'État l'avait résolu en tant que Premier ministre en 1979. Pourquoi aujourd'hui, président de la République, il ne veut pas le faire? C'est justement pour cette raison que je vous ai dit même, je vous ai rappelé hier, que la France a un plan de franconiser tout le monde. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Et on va pacifier cette zone
reviendra à tuer les gens pendant au moins 6-7 ans, Est-ce ou que- même 10 ans, et cette sans France- résoudre le problème. Et cette France a le sentiment qu'en le faisant, les Camerounais ne voient pas et laisseront justement la France continuer à l'opérer et ne garderont pas justement dans à cette France-là parce qu'il faut le dire. Jusqu'ici. Oui, non, rassurez-vous en même temps. Non, mais Regardez, parce que- si c'est la France, effectivement, comme le dit, que la France sache que nous, Camerounais aujourd'hui, nous, Camerounais d'aujourd'hui, et nous assumons justement nos propos, que la France se prépare également à une guerre qui va être livrée dans cette France, effectivement. Parce que nous avons des Camerounais en France. Nous connaissons justement tout ce qui se Les passe en Camerounais France. que vous insultez. Écoutez, nous avons, si sont vous voulez, prostitués, là. je vous rappelle que sans A, Paris serait pris aujourd'hui. Que cette France également se prépare en sachant que tout le mal que vous faites en Afrique, vous allez le recevoir du même nom. Comportez-vous comme les Algériens. On fait quoi? Comme le dit, justement, on attaque. Arrachez votre Attendez, liberté. lorsque l'Algérie voulait avoir son indépendance, et même après, l'Algérie attaquait les Français en France. Et Bouteflika, qui a démissionné dernièrement, il a été, quand il était, je pense, en 64, ministre des Affaires étrangères, il rentrait d'une session des Nations Unies où apparemment la France avait expulsé certains Algériens de France. Les Algériens ont fait de même. Quand il est reçu à l'Élysée, on lui pose la question au sortir, il dit: je vous ai dit que la France ne peut pas expulser les Algériens de France. Mais que la France se Alors, traite. il dit, on lui dit: mais pourquoi? Parce que la France sait que l'Algérie sait faire la guerre. Mais nous, on ne sait pas faire la guerre. Merci. Justement, il Dominique faudrait Collet soit qu'on prononcé. identifie, parce que la venue de M. Yves Le Drian au Cameroun est venue renforcer le pouvoir de Paul Biya et fragiliser l'opposition. Si on ne veut pas, même vous avez interpellé les partis d'opposition qui commencent à se tirer entre eux. J'allais dire tant pis pour nous les Camerounais. Merci. Il faut identifier son ennemi, s'organiser pour le mettre hors d'état de nuire. Actuellement, c'est la France qui fait problème. Et on doit donc chercher. C'est pas pour rien que le président de la République est sorti après la visite de l'ambassadeur de France au Palais de l'Unité. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont dites. Et là, il faut dire non. Il faudrait, Parce qu'il faut plus que le sang des Camerounais. Non, on aura le sentiment justement qu'il y a un sentiment anti-français qui est cultivé au Cameroun notamment. Non. Mais oui, c'est vrai, il faut le dire. Bon, il y a un sentiment anti-français au Cameroun. De Gaulle On ne a veut dit pas. qu'il faut protéger ses intérêts. Nous, Camerounais, nous Qu'est-ce qu'on fait protégeons donc? nos Il faut intérêts. protéger nos S'ils intérêts. interprètent ça comme sentiment anti-français, c'est leur problème. Nous Merci protégeons beaucoup. Allez, nos Dominique intérêts. Collet prend la parole tout à l'heure. Mais allons déjà saluer Constille Amine qui est avec nous ce matin et qui va dans un instant nous parler va revenir bien sûr sur 1001 tapis pour mieux comprendre la réalité. Et Dominique, peut-être le temps justement que tout se mette en place. Vous pensez quand même sur ce sujet, Dominique, sur ces images qui font le tour de la toile aujourd'hui concernant Bamenda? Après avoir vu ça, je comprends le pourquoi de l'interpellation de M. Kamto récemment. Et j'aimerais bien, après avoir vu cette vidéo, que toutes les personnes qui l'ont insulté et qui continuent de l'insulter réinsultent encore. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'avait pas encore été témoin oculaire de comment est-ce que les populations, nos frères de Bamenda, vivent au quotidien. Du moins, moi, jusqu'aujourd'hui, je ne savais pas que vous pouviez être en train de faire vos achats au marché et bam, il y a des crépitements, non, moi, je ne savais pas que c'était... d'armes comme et ça. c'est invivable, Michel. Si on a des enfants en bas âge qui sont à la maison, ils peuvent prendre des balles. Si vous êtes sorti acheter du pain pour que les enfants mangent ou bien, je ne sais pas, n'importe quoi, vous pouvez ne pas revenir. Et aujourd'hui, j'ai honte. Je veux dire que je m'en veux d'être à l'aise, entre guillemets. Je m'en veux de sortir le matin de chez moi, venir faire mes courses, faire tout ce que j'ai à faire, venir au travail, alors qu'à côté de moi, les gens sont en train Vous avez eu une femme qui portait son enfant pour essayer de se cacher. On ne devrait pas rester silencieux. Très bien, merci. Vous savez, permettez, cher Lamel. On va revenir. Constille Amine, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour bien entendu à tous les clients. Alors vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, le concept Salaka le fait encore pour vous. Raison pour laquelle vous avez encore 11 jours de double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Ceci à la demande de la clientèle. Cette clientèle que j'aime tellement, cette clientèle que je respecte tellement, cette clientèle qui est un véritable partenaire au concept Salaka. Vous avez 11 jours jusqu'au samedi 11 septembre 2020. Vous allez encore bénéficier d'une baisse totale des prix du côté du magasin 1001 tapis. Par exemple, les couvre-bouteilles qui coûtent
coûtent en promotion 1500 francs, vous les aurez à 1000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Vous avez également des ordinateurs, des laptops, des robots mixeurs, des fers à vapeur, des lustres et bien entendu plusieurs articles à des prix vraiment dérisoires. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par des tissus d'ameublement. Encore et encore, les tissus d'ameublement, vous les avez à 750 le mètre linéaire. Oui, au lieu bien sûr de 1000 francs, qui est le prix de promotion, vous les avez à 750 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, le temps pour la réalisation de balancer de temps en temps les images, question d'attirer l'attention de nos nombreux téléspectateurs. Je dis bien, les tissus d'ameublement, vous les avez à 750 le mètre linéaire au lieu de 1000 francs. 1000 francs, c'est le prix de la promotion. 750 le mètre linéaire, c'est le prix de la double réduction. J'ai dit à partir de 750. À côté bien sûr des tissus d'ameublement, on parle également des robots mixeurs 2 balles qui sont de retour au magasin 1001 tapis après la vente du premier stock. Un nouveau stock est de retour depuis une semaine au magasin 1001 tapis. Ce robot mixeur, il est neuf. Il est dans le carton. Il est avec garantie. Il coûte normalement 12 000. Mais la double réduction vous permet de l'acheter à 11 500 francs. Notez bien les prix. 11 500 le robot mixeur. Le fer à vapeur moyen de 7 500. Vous l'achèterez à 7000 du côté du magasin 1001 tapis pour le compte de cette grande période de double réduction. À côté bien sûr du fer à vapeur, on parle également des laptops Pentium M de marque Dell. Vous les avez bien entendu à 55 000, mais à l'occasion de la double réduction, vous achèterez un laptop à 50 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Je dis bien un laptop Pentium M avec garantie. 1 giga de RAM, lecteur DVD, vous l'avez à 50 000 francs au lieu de 55 000. On parle également de notre nettoyant universel Magica, ce nettoyant qui permet de bien nettoyer, qui permet de faire briller les salons en cuir, de faire briller les meubles, les leviers et les carreaux. Vous l'avez à 5 500, 1 litre de Magica au lieu de 6 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La grande promotion se poursuit également avec le grand woofer. Un woofer avec un son laser, un son numérique, un woofer de très très bonne qualité. Il coûte d'habitude 35 000, mais vous l'achèterez à moins de 35 000 francs jusqu'au 11 septembre 2020. Ça prend la carte mémoire, la clé USB, ça la radio et le Bluetooth. On a également des régulateurs de tension numérique. Je n'ai pas dit des régulateurs de tension analogique, j'ai dit des régulateurs de tension numérique à partir de 16 000, mais comme c'est la double réduction, vous achèterez ce régulateur à moins de 16 000 francs. Et je rappelle que le stock, il est très très limité. On a un stock qui est prévu pour cette double réduction. Cette fois-ci, donc, courez au magasin 1001 tapis et profitez au maximum. On est également toujours dans la vente de ce matin. Un ordinateur complet en tour. Vous l'avez à 55 000. Les ordinateurs de 40 000 sont finis. Là, c'est les ordinateurs avec 160 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 2.2 de processeur, lecteur DVD à 55 000, mais vous les achèterez à 50 000 francs. Un très grand ordinateur complet au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également toujours dans la vente de ce matin, les détendeurs intelligents IGT, les détendeurs qui permettent de bien sourire à la maison. Vous les avez normalement à 12 000, le détendeur intelligent IGT, mais à l'occasion de la double réduction, vous les avez à 11 500, votre détendeur danois dans le carton avec garantie. La suite nous conduit rapidement, chers téléspectateurs, à ce grand robot mixeur 2 bols, avec le bol à eau qui a 6 lames, le bol à sec qui a 4 lames, le bol à eau à un couvercle qui permet de tamiser les fruits, de bien les filtrer. Vous l'avez à moins de 24 000 au magasin 1001 tapis. Le stock, il est très très limité, chers téléspectateurs. On parle également de plus en plus d'un laptop Core i5 pour les étudiants, les dessinateurs, les mécaniciens. Laptop Core i5 au lieu de 135 000 francs, vous l'avez à 130 000. Ce laptop que ça paraît à l'écran tout à l'heure, 130 000 francs, un laptop Core i5 au lieu de 135 000. On parle également toujours et encore des robots mixeurs 2 balles à 11 500 francs. Un robot mixeur 2 balles à 11 500. On a également des clés USB 32 Go. Au lieu de 9 500,
vous les avez à 9 000. Cette clé USB qui est de retour au magasin 1001 tapis, le stock il est très très limité. Elle est neuve, elle est avec garantie. Vous l'avez à 9 000. Cette clé USB de 32 gigas au magasin 1001 tapis. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à un autre produit avec la réalisation. Regardez bien sûr à l'écran, c'est la promotion totale des robots mixeurs. Voilà le laptop Pentium M à 50 000 francs, ça se passe au magasin 1001 tapis. Venez commander dès à présent, n'hésitez surtout pas. On a également des lustres à partir de 40 000, des robots mixeurs à 11 500, des grands fers à vapeur à 11 500. Tous ces articles sont en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Il faut arrêter qu'on s'y la mine de toutes les façons, hein, parce que là, le mec il a justement l'énergie pour vendre. Et apprenez justement à lui faire confiance. Merci beaucoup, Consil Lamine. Et nous allons justement rapidement lire ce message qui nous permet un instant. Karine, avec votre permission. C'est un post de Richard Bonnat. Ils disent le Mali n'a pas accès à la mer. Oui, c'est vrai. So what? Il y a un Bialand avec accès à la mer. L'argument. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un accès à la mer lorsque je produis le mil, le sorgho, le riz, le maïs, le fonio ainsi que le blé? Sans oublier des tubercules tels que l'igname, la pomme de terre et le manioc, etc. Vous connaissez très mal l'Afrique, monsieur. Et mon bétail alors, mes fruits tels la mangue, papaye, avec un excédent commercial agricole évalué à plus de 45 millions de dollars par an. Mon récent PIB est au-dessus de 5%, celui de la France est largement en dessous. Et là, bien sûr, pas de l'Afrique, Richard Bonnat. Alors, ne raccrochez pas, je continue. Le Mali produit du coton. J'en suis même pas encore alors, etc. Le Mali est largement, et j'insiste, largement riche. Arrêtez de lire les indices des colonisateurs qui classent le Mali comme un pays pauvre. Et puis, hein, le Mali, je connais. You can't fool a fool. Je préfère l'embargo au largo de l'ingérence CEDEAO, Union africaine. Signé Richard Bonnat. Oui. Moi, j'ai envie de lui dire, mon cher Richard, c'est plus compliqué que ce que vous dites là, justement. Le Mali a connu combien de coups d'État? 3. Non, je parle depuis 60. Ah, d'accord. Depuis 60. Oui. Et pourquoi cette recrudescence de coups d'État? Je peux même prendre le cas du Niger, mais prenons le cas du Mali puisque vous l'avez pris. Justement, le problème avec le Mali, et c'est ce que l'Algérie a compris, c'est que le gaz algérien est au nord du Mali. Et il fallait donc trouver modus vivendi entre les deux pays. Et comme la France ne pouvant pas s'interposer, elle a donc pris le Mali dans son giron. Et justement, il y a eu une négociation entre Ben Bella et Ouari Boumedienne pour faire un semblant de coup d'État pour que le général Ouari Boumedienne vienne et imposer un certain type d'accord pour permettre à l'Algérie de se développer. Il appartenait au Mali de suivre avec l'appui de l'Algérie. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, aujourd'hui, est-ce que ça a salué ou pas? Non, ce n'est pas encore à saluer, justement, parce qu'il faut comprendre ça en ceci que Toumani Touré, qui est président du Mali, a retiré la signature à Laurent Gbagbo en enlevant M. Dakouri Tablé, qui était directeur de la Banque ouest-africaine. Il faut l'oublier, il ne faut pas l'oublier. Lorsque la guerre éclate, lorsque Sarkozy provoque la guerre en Libye et que les armes quittent la Libye pour le Nord Mali, le même Toumani Touré demande à la France, mais aidez-moi, on lui a dit non, alors qu'il n'était même pas, il ne voulait même pas postuler pour le 3e mandat. Il est sorti la queue entre les jambes. Justement parce qu'il faut arrêter le gaz algérien à partir du Nord Mali. Donc, il faudrait seulement souhaiter que ce qui se passe au Mali soit encadré par les Maliens et les vrais Maliens. Comme nous souhaitons aussi, parce que ça aussi, les gens ne comprennent pas. Le week-end prochain, justement, on va dire, les militaires au pouvoir ont un super projet. Ils vont justement rassembler à la fois les syndicats, les associations, la société civile, tous les partis politiques vont se mettre ensemble autour d'une table pour repenser justement le nouveau Mali avec la jeune de pouvoir. Allez, madame, messieurs, nous vous quittons avec la une de la nouvelle expression de ce matin. Un médecin dénonce le bluff. Allez savoir ce qui se trame justement autour de la couverture santé. Allez bien sûr vous arracher ce journal aujourd'hui. Le Cameroun est bien. À demain lorsqu'il sera 10h.